Nous allons être éclairés des avancées en matière de technologie éco qui va être présenté par Sonio et il va nous entretenir sur les dernières nouveautés concernant l'éco fœtal anténatal. Vous avez la parole, cher ami. C'est bon ? Merci beaucoup, enchanté. Je suis Benjamin Tarter, donc de chez Sonio. Merci à la STGO pour l'organisation de ce congrès. Merci aussi à DMS pour le sponsoring de cet event. Moi, aujourd'hui, je vais vous parler de Sonio. Donc, Sonio, c'est une société française qui a été conçue il y a maintenant 2 ans. Et l'idée, en fait, était de créer ça a été créé avec l'école Polytechnique de Paris, donc qui est une grande école de mathématiciens, et avec les équipes de Necker, la maternité de Necker, sur comment, avec l'intelligence artificielle, on pouvait aider dans le diagnostic fœtal. Donc le contexte, vous le connaissez mieux que quiconque. Aujourd'hui, le diagnostic prénatal, c'est un travail qui est très complexe. 50% des malformations ne sont pas détectées avant la naissance et uniquement 300 syndromes peuvent être diagnostiqués à l'échographie fœtale, alors qu'il en existe plus de 1500 à 2000 syndromes. Et aujourd'hui, un enfant sur 33 en Europe et aux USA naît avec une malformation congénitale. Aujourd'hui, votre routine échographique, elle est composée de 4 défis majeurs en temps réel. Le premier, c'est prendre les bonnes images pendant vos examens. Le deuxième, c'est savoir les interpréter correctement. Ensuite, combiner plusieurs données, donc l'échographie, ce que vous voyez à l'image, mais aussi tout ce qui est facteur de risque, en fonction de la prise de médicaments des patientes, en fonction des antécédents médicaux aussi. Et enfin, une fois que vous avez toutes ces informations, faire le bon diagnostic pour les parents. Sonio, c'est quoi? Donc, comme je vous disais, c'était une société française qui a été développée avec des connaissances de différents milieux, donc la finance, l'échographie, donc chez General Electric, chez Samsung, mais aussi tout ce qui est logiciel, donc chez Trice, chez Viewpoint, avec les équipes de Necker. Et l'idée, c'était de mélanger toutes ces connaissances, toute cette culture, pour vous apporter en fait une solution qui pourrait vous aider dans le quotidien pour tout ce qui est diagnostic fœtal. Donc c'est quoi? C'est un symptôme checker avec intelligence artificielle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, vous allez être guidé pendant votre échographie en fonction du phénotype que vous allez voir sur votre fœtus. Donc ça va être déjà une aide au diagnostic. Ça va être aussi une solution qui va être cloud. Ça veut dire que vous aurez accès à la solution absolument partout, sur vos téléphones, sur vos tablettes, sur vos ordinateurs, pendant l'échographie, avant l'échographie pour vous préparer, ou après l'échographie, par exemple, pour un staff ou pour débattre entre confrères et consoeurs. C'est en temps réel, donc à tout moment, vous avez accès à l'algorithme, à la solution. Et enfin, cette solution, elle est composée de plusieurs données qui viennent de plusieurs sources. Donc Orphanet, tout ce qui est publication clinique sur PubMed, OMIM aussi, HPO. Comment ça fonctionne? Donc il y a 3 piliers principaux. Le premier, c'est un algorithme, et c'est ce qui va faire en fait la révolution de ce logiciel. C'est qu'aujourd'hui, quand vous êtes sur une patiente qui présente des anomalies, vous vous renseignez entre vous, vous allez sur Internet, sur Orphanet, sur PubMed. Nous, on a en fait pris toute cette information, on l'a mixée à un seul endroit, et on a créé un algorithme d'intelligence artificielle qui fonctionne sous 2 façons. Le premier, c'est un arbre décisionnel. Ça veut dire qu'en fonction des signes échographiques que vous allez rentrer, le Sonio va vous conseiller sur les signes et sur les anomalies associées possibles sur votre fœtus. Et enfin, alors c'est un peu barbare, mais c'est un réseau bayésien. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça va fonctionner tout le temps sous forme de probabilité. Ça veut dire qu'à chaque fois, il va vous guider sur qu'est-ce qui est le plus probablement associé à votre fœtus pour les signes échographiques, mais aussi pour le diagnostic. Ça veut dire qu'à la fin, il est capable de vous proposer un diagnostic en fonction de tout ce que vous avez rentré dans le Sonio pour tout ce qui est signes échographiques, mais aussi facteurs de risque. La base de données, donc comme je vous disais, c'était Orphanet, OMIM, HPO, tout ce qui est PubMed. Et enfin, le plus important pour vous, c'est l'interface. C'est d'avoir une interface qui est simple, qui est utilisable facilement sans perdre de temps pendant votre échographie pour pouvoir du coup naviguer à travers toutes ces données. Comment ça se représente? Ça se représente sous forme d'une tablette, le plus simple pendant une échographie. Donc on peut accrocher à votre échographe, on va dire multimarque. Vous pouvez l'utiliser aussi sur vos ordinateurs. Et l'idée, c'est avoir la possibilité de pianoter sur pendant votre échographie sur cette tablette pour être guidé en temps réel. Je vais vous présenter là, pour que ce soit beaucoup plus parlant, je vais vous montrer directement le logiciel avec un cas clinique qu'on pourra faire. Après, je répondrai à vos questions. Et si vous voulez jouer avec le Sonio, l'essayer,
je suis toute la journée sur le stand de DMS, donc n'hésitez pas à venir. On pourra du coup vous montrer le logiciel et vous pourrez même le tester, le challenger avec vos propres cas cliniques. Donc le Sonio, c'est ça. Donc là, je l'ai sur mon ordinateur, mais comme je vous l'ai dit, vous pouvez l'avoir sur vos téléphones, sur vos tablettes. En fait, l'idée, ça va être de rentrer toutes les anomalies que vous voyez sur votre fœtus et vous allez être directement guidé pendant votre échographie. Donc comment ça se passe? Pour ajouter une anomalie, j'ai juste à choisir en fait la zone du fœtus qui m'intéresse et je vais pouvoir ensuite qualifier l'anomalité que je peux voir, ou alors je peux même l'ajouter avec le petit plus que j'ai ici, où là du coup on a plus de 800 signes échographiques qui sont référencés, donc ça veut dire que je peux rentrer n'importe quelle anomalie que je pourrais voir sur le fœtus, par exemple une fente labiale. Donc ça, c'est pour la partie, on va dire, phénotype, donc anomalie échographique. Mais comme je vous le disais, on a aussi la gestion de tout ce qui est facteur de risque dans l'interrogatoire médical. Ça veut dire que typiquement, on est connecté avec le CRAT, donc qui référence tous les médicaments et notamment tous les médicaments à risque tératogène. Donc ça veut dire que si par exemple j'indique que la patiente prend de la dépakine, je vais directement voir quelles sont les anomalies probables sur le fœtus et surtout je vais être guidé en temps réel sur comment je vais aller voir ces anomalies qui vont être probablement présentes sur le fœtus. Donc ça, c'est pour la partie risque tératogène, mais on gère aussi tout ce qui est antécédent génétique. Donc est-ce que la patiente a déjà eu une amyosynthèse, un karyotype, un DPNI, ce qui est une consanguinité entre les parents. De la même manière, tout ce qui est, on va dire, mode de vie, consommation un petit peu exotique pendant la grossesse. Les antécédents médicaux aussi, qu'on peut renseigner dans le Sonio. Toute la partie aussi infectieuse. Et enfin, tout ce qui est marqueurs sériques. Donc ça, vous pouvez soit les rentrer avant votre échographie pour être guidé de la sorte, soit si vous n'avez pas ces informations ou si vous ne les rentrez pas dans le Sonio, pendant l'échographie, il est capable de vous poser les questions. Typiquement, si vous avez une ventriculomégalie, il est capable de vous poser une question pendant l'examen. Est-ce que la patiente a déjà fait une infection CMV? Voilà. Ce que je vous propose, c'est qu'on fasse rapidement un cas clinique, comme ça après j'aurai le temps de répondre à vos questions. Imaginons qu'on ait une patiente qui vient pour des reins hyperéchogènes, ou alors vous remarquez des reins hyperéchogènes sur la patiente. Donc comme je vous disais, soit vous l'ajoutez avec le petit plus ici, soit on va venir sur la partie abdominale, on va chercher aspect des reins, ici, donc je vais indiquer qu'il y a une anomalie sur l'aspect des reins. Là, du coup, je vais avoir une liste de toutes les anomalies sur l'aspect des reins qu'on pourrait trouver. Donc, je vais pouvoir chercher dans ma liste, je vais chercher du coup les reins hyperéchogènes que je vais avoir ici. Et c'est là où ça va commencer à devenir intéressant, c'est que je vais rentrer une anomalie. Il va se passer plusieurs choses. Donc, la première, c'est que je vais pouvoir voir sur mon fœtus, j'ai un petit rond jaune qui s'affiche, ça veut dire que c'est l'anomalie que je viens de référencer. D'emblée, j'ai un petit rond blanc sur le pôle céphalique et un rond blanc sur les extrémités. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que s'il y a une autre anomalie associé à ces reins hyperéchogènes, il y a plus de chances que ce soit sur le pôle céphalique ou sur les extrémités, plutôt que sur la partie thoracique ou sur les annexes. Ensuite, là, je vais avoir une checklist qui va apparaître, et c'est là où on va voir la puissance de l'algorithme. C'est qu'il va à chaque fois montrer les anomalies qui sont possiblement associées à mon phénotype par ordre de probabilité. Ça veut dire que sur des reins hyperéchogènes, sur la partie abdominale, le plus souvent associé, on a un hypospade. En top 1, on a un hypospade. En numéro 2, on a une aplasie de l'utérus, etc. Et à chaque fois, sur la droite, je vois vers où on va se diriger. Ça veut dire que si j'indique qu'on a un hypospade sur ce fœtus, on va commencer à se diriger vers un diagnostic de Vacter. Et enfin, la troisième chose, c'est là, je vois que j'ai une question qui a été posée par le Sonio. Il me demande le sexe du fœtus. Pourquoi il me pose cette question-là à ce moment bien précis? Parce qu'en fait, on se rend compte que la première anomalie possiblement associée, c'est pour les petits garçons, et la deuxième anomalie associée, c'est pour les petites filles. Donc c'est pour cette raison exacte qu'il pose cette question, parce que pour lui, c'est déjà essentiel de le savoir. Donc imaginons que ce soit une petite fille, je vais cliquer sur petite fille, et là, encore une fois, la checklist va s'optimiser. Donc c'est là où c'est important de comprendre, c'est que cette checklist, elle est propre à votre fœtus actuel, au phénotype du fœtus. Donc là, j'ai cliqué sur petite fille, on voit que l'hypospade a disparu, et du coup, je vais pouvoir être guidé pendant mon échographie sur les signes échographiques à vérifier, toujours par ordre de probabilité, donc le plus probable sera l'aplasie de l'utérus, etc. Donc là, l'idée, c'est quoi? C'est que vous faites votre échographie, vous regardez aussi dans cette liste-là qu'est-ce qui pourrait être présent sur le fœtus, et imaginons que pour ce cas clinique, on remarque aussi une néphromégalie, donc que je vais avoir ici, je vais pouvoir l'ajouter. Voilà, donc là je vois que maintenant j'ai 2 signes échographiques. Je vais avancer dans mon examen. Imaginons qu'on ne voit rien d'autre sur l'abdomen, je vais passer au pôle céphalique. Et c'est là où c'est intéressant, c'est que nous, humains,
on pense souvent à « il y a cette anomalie, il y a cette anomalie, il y a cette anomalie, donc je pense à un syndrome ». Donc le sonio pense comme ça, mais il pense aussi dans l'autre sens. Il pense sous forme de « il n'y a pas ça, il n'y a pas ça, il n'y a pas ça, donc ce n'est pas ce syndrome ». Et c'est ce qui va se passer quand vous allez cliquer là-dessus, quand vous allez cliquer sur « rien d'autre, passer au pôle céphalique ». Il va considérer toutes ces anomalies comme absentes, et donc du coup vous allez déjà avancer dans votre diagnostic. Donc je vais avancer sur le pôle céphalique. Donc là, encore une fois, j'ai une checklist optimisée pour mon fœtus qui s'affiche, où je vais pouvoir du coup avoir en premier signe le colobome rétinien à vérifier, avec possiblement un charge qui se cacherait derrière tout ça. Bon, imaginons que je ne remarque pas ça, je remarque plutôt une holoproencéphalie. Donc je vais l'ajouter sur le phénotype. Encore une fois, la checklist s'optimise. Donc tout à l'heure, quand on parlait de colobome, là on parle plutôt d'oreille basse implantée ou de malformation de l'oreille externe parce que possiblement une trisomie 13. Bon, imaginons que je ne vois rien d'autre, j'avance. J'arrive ensuite sur la partie thoracique où là encore une fois il me demande des choses à vérifier. Bon, je vais avancer pour ce cas clinique. On arrive sur les extrémités. Là où ça commence à être intéressant, c'est que regardez les signes qui commencent à proposer. Donc on a beaucoup le syndrome de Meckel qui sort. Donc là on commence à sentir un petit peu l'effet entonnoir du fait que j'ai validé des signes échographiques et du fait que j'en ai invalidé certains. Là on commence déjà à avoir des propositions diagnostiques qui commencent à s'affiner. Bon, imaginons que je ne vois rien d'autre, j'avance, les annexes, encore une fois, imaginons qu'il n'y ait rien d'autre. Et là, je vais arriver automatiquement sur une synthèse où je vais avoir directement une proposition de diagnostic en fonction des signes que j'ai rentrés. Donc là, les 3 anomalies que j'ai pu rentrer, j'ai automatiquement des propositions de diagnostic qui apparaissent ici, avec en numéro 1 le syndrome de Meckel qui est très probablement la réponse à ce cas clinique. Là où c'est intéressant, c'est que je peux même cliquer sur ce petit menu déroulant où là, du coup, il y a un petit côté un peu pédagogique où je vais pouvoir voir la prévalence de ce syndrome-là sur 10 000 grossesses. Je vais aussi voir un petit peu la définition du phénotype du syndrome de Meckel avec en jaune les anomalies que j'ai pu valider et en gris les anomalies que j'ai considérées comme absentes. Et ça, je peux le faire sur n'importe quel syndrome qui sont ici. Là où c'est intéressant, c'est qu'on aurait pu se dire néphromégalie, rein hyperéchogène, moi je pensais plutôt à un Turner. Et là où c'est intéressant, c'est que je vais pouvoir descendre, je vais voir Turner et je vais regarder pourquoi c'est peu probable que ce soit un Turner. Parce que je vais me rendre compte qu'en fait, il y a une discordance, c'est qu'il n'y a pas d'holoproencéphalie dans le Turner. Donc c'est là où c'est intéressant, que ça peut vous guider. Et aussi, l'autre chose qui est très intéressante, c'est que même si là vous avez terminé votre examen, et si vous avez regardé tout ce qu'il fallait regarder sur le fœtus, eh bien en fait, le sonio, il vous propose quand même de vérifier d'autres signes échographiques. Donc, soit reprendre la patiente là en écho, soit pour la prochaine écho. C'est un petit peu les anomalies de la seconde chance ou du filet de sécurité. Pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est les anomalies qui pourraient changer complètement le diagnostic. Ça veut dire que typiquement, si à la prochaine écho, je me rends compte qu'il y a une atrésie duodénale sur le fœtus, là, je vais pouvoir l'ajouter. On va se rendre compte que le diagnostic il va être complètement chamboulé et que maintenant, on sera plutôt très probablement sur une trisomie 13 et plus sur un syndrome de Meckel. Une fois que vous avez terminé l'examen, vous pouvez terminer l'examen et là, vous allez avoir un compte-rendu qui va être généré avec du coup toutes les zones inhabituelles que vous avez pu voir, tous les signes observés que vous avez remarqués et enfin le top 3, on va dire, des diagnostics probables sur votre fœtus. Et ça, vous avez la possibilité soit de le télécharger en PDF, donc sur le périphérique que vous utilisez, donc sur votre téléphone, sur votre tablette ou sur votre ordinateur, ou alors vous avez la possibilité de vous l'envoyer automatiquement par email. Donc ça va vous l'envoyer sur votre boîte mail et ensuite vous pourrez le partager à un confrère, à une consoeur, comme vous le souhaitez. Voilà, donc ça c'est un exemple par exemple sur un cas clinique d'un syndrome de Meckel. Il y a aussi un côté intéressant pour tout ce qui est pédagogie et formation, c'est qu'on peut très bien aussi non pas l'utiliser pour aller chercher un syndrome, mais plutôt l'utiliser pour exclure des syndromes. Imaginons qu'on ait une patiente qui a un phallo, donc là le phallo a déjà été vu, là je vais voir en fait zone par zone sur le fœtus les choses qu'il faudra que je vérifie. Donc ça veut dire que là je sais sur le pôle céphalique qu'est-ce que je devrais vérifier, sur les extrémités de la même manière ce que je devrais vérifier, etc. Et ça dans quel but ? Dans quel but en fait c'est d'être guidé, de savoir quoi regarder en fonction du cas sur lequel on est, pour à la fin pouvoir rassurer la patiente en lui disant « Bon, écoutez, madame, bonne nouvelle, entre guillemets, c'est qu'un phallo, mais il n'y a pas un syndrome plus lourd qui se cache derrière tout ça. » Voilà, c'était une présentation très rapide et exhaustive du sonio-diagnostic pour vous montrer un petit peu à quoi ça sert
Pourquoi on l'a développé? Donc là, il faut savoir qu'aujourd'hui, on référence plus de 400 syndromes dans notre base et plus de 800 signes échographiques. C'est une solution cloud, comme je vous le disais, ça veut dire que ça évolue constamment. On rajoute continuellement des nouveaux signes, des nouveaux syndromes. Si demain, je ne sais pas, il y a un nouveau syndrome qui est découvert, le syndrome de Hammamet par exemple, qui est découvert, il y a des publications qui sortent là-dessus sur PubMed, et ben nous, on va directement récupérer ce syndrome-là, on va le mettre dans notre base, et comme ça, demain, n'importe qui sur la planète pourra diagnostiquer le syndrome de Hammamet avec le sonodiagnostic. Voilà. Merci. Merci beaucoup pour votre excellent topo. Merci. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Moi, j'ai une petite question. Est-ce que cette tablette qui a été conçue, on peut l'adapter à n'importe quelle machine Samsung? Oui. En fait, quel que soit l'âge de la machine? Quel que soit l'âge de la machine, quel que soit le modèle de la machine, en fait, c'est une tablette standard, hein, c'est une tablette tactile, vous en avez tous, c'est n'importe quel téléphone. En fait, la solution, c'est une solution Internet et vous pouvez la lire sur n'importe quel périphérique qui est connecté à Internet, donc sur votre tablette personnelle. Nous, on n'a pas développé la tablette, on a développé le bras qui permet en fait d'accrocher la tablette sur les échographes, qui sont compatibles sur tous les modèles de Samsung et tous les modèles autres. Et par contre, vous pouvez lire la solution sur n'importe quel périphérique qui est connecté à Internet. D'accord. Si vous voulez essayer la solution, je vous invite à venir sur le stand Samsung pour jouer un petit peu avec la solution pendant la prochaine pause. Non, c'est adaptable sur tous les modèles d'échographes de tous les constructeurs. D'autres questions? Est-ce qu'il y a plus de questions? Il y a d'autres questions. Oui, allez-y, Dr Chaben. Vous avez une voix qui est audible. Alors, Monsieur Tarter, la question qui se pose, c'est vrai que c'est un logiciel. Nous avons discuté déjà de ce diagnostic, de ce logiciel, parce qu'il va aider les gens qui travaillent beaucoup pour arriver à un diagnostic. Et maintenant, c'est comment l'utiliser en Tunisie, quel est le budget, comment on va le payer. Est-ce qu'on peut être un groupe pour prendre ce logiciel, comme ça va nous arranger? Parce que j'ai vu, on a discuté parce qu'il faut payer par mois. Et là, combien ça va revenir le coût d'une échographie en Tunisie? Il faut nous le dire tout ça, ou c'est monsieur Samsung de Tunisie qui va nous en parler. Parce que je crois dans la salle, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas très bien compris l'intérêt. L'intérêt, c'est d'utiliser ce logiciel pour nous aider à faire un diagnostic devant un signe échographique. Donc ça va faciliter pour arriver à un diagnostic et surtout pour poser le pronostic. C'est très bien, c'est alléchant, c'est très bien pour nous, mais maintenant, la question coût, et ça c'est important aussi, Alors, hein, parce qu'il faut payer chaque mois. Alors effectivement, c'est une bonne question. Donc c'est un système d'abonnement. Donc soit vous prenez la solution mensuellement et du coup vous pouvez la résilier à tout moment, soit vous la prenez annuellement, de la même manière vous pouvez résilier tous les ans, un peu comme un forfait téléphonique. Donc effectivement c'est la méthode de fonctionnement. Après pour la partie pricing, on est conscient qu'effectivement chaque pays a des budgets différents en fonction du prix d'une échographie. La tarification qu'on propose en France, on peut bien évidemment pas l'appliquer en Tunisie, comme on appliquera aussi une tarification différente aux USA. Donc là, justement, on est en discussion avec DMS pour optimiser le coût de l'abonnement, du coup, à votre budget alloué, parce qu'effectivement, le prix d'une échographie en Tunisie, ce n'est absolument pas le prix d'une échographie en France. Ça va du simple au double. Donc on est en train de travailler là-dessus pour proposer effectivement un système de budget qui sera beaucoup plus confortable pour vous pour un investissement. Donc là on est en train de finaliser tout ça avec DMS et on reviendra vers vous très prochainement pour vous proposer un pricing adéquat pour vos pratiques. Monsieur Mohamed. Est-ce que ce logiciel a été validé en pratique? Oui. L'efficacité, la fiabilité, etc. en pratique. C'est une très bonne question. Donc effectivement, ça a été validé. On a des publications cliniques donc sur des fœtus qui ont subi une autopsie. À 99,8%, on est fidèle à ce qui a été vu en anapath.
en phétopathe, pardon. Donc on a les publications que je peux vous faire partager si vous voulez, je peux vous les envoyer. Donc c'est les équipes de Necker qui ont fait les publications. Et on a plusieurs centres qui font des publications de validation actuellement, donc notamment le professeur Kypros Nicolaides à Londres qui travaille dessus et qui est en train de publier sur cette solution. On a Dr Rabi Chaoui aussi en Allemagne qui travaille dessus. Donc on a différentes entités qui font des publications voilà, sur l'évaluation, sur deux choses, sur l'évaluation, sur la performance du Sonio, mais surtout aussi sur un côté pédagogique, sur comment on diminue l'errance diagnostique et comment on optimise la performance diagnostique des praticiens. Est-ce que vous pensez que c'est un outil qui serait plus utile pour les gens qui font du diagnostic de première ligne, ou de deuxième ligne, ou voire des échographies très spécialisées? Alors, j'ai envie de dire, c'est propre à chaque pays en fonction des organisations de chacun des pays. En tout cas, pour la partie France, on ne réserve cette solution que pour les experts qui sont en dernière ligne. Donc c'est, en tout cas pour la France, on ne souhaite pas et on ne partagera pas cette solution-là pour les personnes qui font du dépistage, parce que le risque, c'est qu'après à l'hôpital, tout le monde se retrouve avec des syndromes de Noonan dans tous les sens. Donc ça faisait partie des 4 défis que j'avais montré au début. Il faut déjà pouvoir faire l'échographie dans de bonnes conditions, il faut savoir interpréter ce qu'on sait voir, ce qu'on peut voir, et le risque, c'est que si on met ce genre d'outils dans les mains de tout le monde, c'est que demain, on ait des faux diagnostics qui soient lancés partout. Merci pour votre réponse. Voilà. C'est ça, il faut bien préciser ces choses-là qui sont très importantes ici, parce que les choses ne sont pas du tout organisées comme en France. Hein. Par contre, en avant-première, je peux vous dire qu'on développe une autre solution qui va être dédiée pour le dépistage, qui sortira en fin d'année, qui ne sera pas une aide au diagnostic, mais qui sera plutôt une sécurisation d'examen de routine pour s'assurer de n'oublier aucun cliché, pour savoir en fonction des facteurs de risque quelles sont les zones qu'il faudra bien visualiser, typiquement sur la prise de dépakine. On ne dira pas à un dépisteur qui a un risque de séquence de Pierre-Robin, on lui dira plutôt attention, sur le cliché des lèvres, il faudra bien regarder la lèvre par exemple. Donc l'idée, voilà, c'est vraiment d'accompagner le dépisteur dans son examen de routine. Mais ça, c'est une solution qui arrivera dans un second temps en fin d'année. Bien, merci beaucoup. Merci. Donc, on va terminer cette séance, la dernière séance de cette matinée-là, qui sera consacrée aux anomalies de développement de l'appareil génital. Pour cela, on a invité Dr Marc Arthuzer pour nous parler de la mythologie génétique et embryologie. Après, il fera les aspects échographiques, normaux et pathologiques et la conduite à tenir en anténatal. Enfin, nous terminons par la prise en charge en postnatal qui sera faite par Dr Sahnoun, qui nous vient de Monastir. Merci beaucoup. Donc on va aborder les troubles de différenciation sexuelle. C'est un sujet qu'on n'aborde pas très souvent et pourtant ça pose un certain nombre de problèmes lorsque on tombe sur des organes génitaux un peu inhabituels. Alors, de tout temps, si on regarde la mythologie grecque et romaine, ça a troublé les populations et notamment les auteurs. Si on doit à Homère, qui vivait 8 siècles avant Jésus-Christ, la description d'éléments tératogéniques comme le cyclope, qui est en fait une holoprosencéphalie, Janus, Protée, qui a donné le syndrome de Protée, ou les sirènes, qui correspondent donc à un syndrome de régression caudale, eh bien, Hermaphrodite est un dieu grec, relativement tardif, puisqu'il a été mentionné comme étant apparu dans cette mythologie au IVe siècle. Donc ça ne date pas de Homère, c'est bien postérieur. Et on doit la description donc, de la fable d'Hermaphrodite à Ovide, qui naquit 47 années avant Jésus-Christ. Ça trouble les gens, et cette statue qui se trouve au musée du Louvre, qu'on appelle l'Hermaphrodite de Borghese. Vous voyez qu'elle a été faite dans les années 1600, et remarquable par la qualité. Et donc, si on regarde l'autre côté de l'autre face, eh bien, l'artiste a affublé ce corps féminin, très féminin, à lui attribuer des attributs sexuels masculins. Alors, Hermaphrodite est le fils, dans la mythologie grecque, d'Hermès. Hermès était le messager des dieux, il était très beau, messager aussi le dieu des voyageurs, des gardiens de troupeaux. Et son épouse était Aphrodite,
une déesse réputée pour sa beauté et déesse de l'amour. Donc, d'ailleurs, elle a laissé à la postérité le mot aphrodisiaque. Elle a été remplacée dans la mythologie grecque par Vénus, qui elle a laissé à la postérité un terme moins flatteur, l'adjectif vénérien. Et donc c'est de l'union d'Hermès et d'Aphrodite qu'est né Hermaphrodite, donc un autre dieu, lui réputé pour sa beauté. Alors, la légende veut que Hermaphrodite vivait dans la région de Kari, qui est dans l'actuel ouest de la Turquie, et notamment à Arlikanas, qui est actuellement Bodrum, qu'on connaît pour sa station balnéaire. Et donc, un jour que Hermaphrodite se baignait dans un lac qui était occupé par des naïades, c'est-à-dire des nymphes qui étaient gardiennes donc des fleuves, des rivières et des lacs, qui n'étaient pas des dieux, mais qui vivaient très longtemps, et Plutarque disait que leur durée de vie était, il l'avait calculé à 9620 ans, donc c'est très vieux, n'est-ce pas, tout en restant jeune et belle. Et donc un jour qu'il se baignait dans ce lac, il tombe sur une naïade qui s'appelle Salmacis, qui elle-même tombe éperdument amoureuse d'Hermaphrodite. Celui-ci refoule ses avances, et donc cette naïade prie son dieu de tutelle, si on peut dire, Poséidon, le dieu de la mer, de l'unir à cet homme. Et Poséidon probablement n'a pas bien compris la requête, puisqu'il a transformé donc ces deux corps en un corps unique, affublé à la fois des attributs masculins et féminins. Alors, voilà pour la fable. Donc ça a toujours taraudé un petit peu les artistes qui traduisaient un petit peu ce qui se passe. Et vous avez ici une représentation donc du Moyen-Âge qui rapporte une histoire d'une naissance. D'ailleurs, je ne sais pas comment ces enfants sont nés, puisque vous voyez que c'est des fœtus conjoints. Rapporte ce dessin d'enfants qui seraient nés donc dans la région de Heidelberg, en Allemagne, à la fin des années 1400. Vous voyez que l'artiste avait une vision particulière, c'est-à-dire que ces enfants avaient simultanément le sexe masculin et le sexe féminin, ce qui ne correspond pas du tout à la réalité. Donc il y a une fantasmagorie importante. Et donc les choses ont évolué, et donc aujourd'hui, ces états qu'on appelle intersexués, ou les troubles de différenciation sexuelle, eh bien, font l'objet de revendications de ces enfants. Il y a des groupements, et tel cet auteur, Julie Topper, qui a un trouble du développement, la différenciation sexuelle, qui a fait un best-seller aux États-Unis en racontant sa vie. Et donc, on en parlera peut-être, mais il y a beaucoup d'actions en ce moment, notamment aux États-Unis, sur le fait que ces enfants ne devraient pas être opérés ou leur assigner des sexes sans qu'ils aient à choisir et à mettre leur avis. Alors, le problème de ces états intersexués, c'est que ça véhicule un certain nombre de fantasmes, notamment dans la pensée des parents, entre l'homosexualité, la bisexualité, transgenre, la perversion sexuelle et autres. Et donc ça va amener à une problématique qui est celle de l'annonce et de l'accompagnement des parents chez lesquels on va trouver des anomalies, des troubles du développement de l'appareil génital. Alors il était classique de parler d'hermaphrodisme. Alors qu'est-ce qu'on appelait hermaphrodisme? Il y avait les hermaphrodismes vrais, qui est tout à fait exceptionnel, et la grande majorité des anomalies du développement des organes génitaux étaient des pseudo-hermaphrodismes. Donc les hermaphrodismes vrais sont des individus qui sont à la fois qui peuvent être XX ou XY, qui ont un gonosome et des gonades qui sont discordants, et donc ils ont dans leur gonade primitive, dont on va parler tout à l'heure, à la fois du tissu ovarien et du tissu testiculaire, si bien qu'il peut y avoir un développement simultané d'organes génitaux internes et externes masculins, et d'un utérus et d'un vagin. Ça, c'est tout à fait rare. Et puis là, les autres, les pseudo-hermaphrodismes, vous les connaissez bien. Donc c'est chez les filles, donc les pseudo-hermaphrodismes féminins, c'est essentiellement les hyperplasies congénitales des surrénales. Ce sont des filles génotypiquement parlant, des OGE simplement qui sont virilisées. Et les pseudo-hermaphrodismes masculins, donc c'est les insensibilités aux androgènes. On va en parler, c'est-à-dire que le tubercule génital a des récepteurs aux androgènes qui sont inefficaces, et donc il n'y a pas la transformation de ce tubercule génital. Donc aujourd'hui, on ne parle plus d'hermaphrodisme, de pseudo-hermaphrodisme, vrai ou faux. On utilise une terminologie qui est donc
les DSD, les désordres de la différenciation sexuelle, et ceci depuis la conférence de consensus de Chicago en 2005. Et donc maintenant, on classe les anomalies en fonction du génotype, c'est-à-dire qu'on a des 46XY DSD et les 46XX DSD. Et donc dans les 46XY DSD, eh bien, vous avez en fait des garçons qui sont génétiquement parlant des garçons, mais qui ont un défaut de virilisation. Donc on va le voir abondamment, c'est les problèmes de SRY, mais ça peut être aussi des anomalies de la biosynthèse des androgènes. Donc vous avez le Smith-Lemmy-Opitz, dont on va parler aussi, avec un problème donc de la synthèse, la biosynthèse du cholestérol et en fait un déficit en 7-déhydroréductase. On peut avoir des anomalies de la biosynthèse de la testostérone. On peut avoir des déficits en 5-alpha-réductase, dont on montrera l'action. Et on peut avoir donc des réponses anormales à la stimulation des androgènes. Et puis vous avez d'autres anomalies qui peuvent affecter les garçons, les hypospades, qui peuvent être isolés ou entrer dans un ensemble d'anomalies du développement de l'appareil génital, avec notamment un certain nombre d'hypospades qui sont gravissimes, les hypospades antérieurs, et qui sont difficiles à réparer et qui sont difficiles, qui ont une vie génitale très difficile. Et puis il y a les extrophies vésicales, non moins rares, mais qui, chez le garçon, remanient considérablement les organes génitaux. Et à côté de ça, donc les DSD XY, alors il y a ce qu'on appelle les ovotestis, c'est ce qu'on appelait avant les hermaphrodismes vrais, gonades qui contiennent donc les deux types de gonades primitives. Les hyperandrogénies, c'est l'essentiel donc de ces DSD 46XX, c'est donc les déficits en 21 hydroxylase, donc dans l'hyperplasie congénitale des surrénales. Ça peut être aussi une cause placentaire, un déficit en aromatase. Ça peut être des causes maternelles, des tumeurs sécrétantes ou des causes iatrogènes, plus rarement avec de prises de traitement à base d'androgènes. Et puis vous avez à côté de ça donc des anomalies gonosomiques où vous avez toutes les conditions que vous voyez ici avec notamment donc ce qu'a évoqué tout à l'heure Philippe, donc les chimères, où vous avez donc des individus qui sont à la fois qui ont des cellules à la fois XX et XY, mais c'est tout à fait anecdotique. Donc on ne parle plus de pseudo-hermaphrodisme, d'hermaphrodisme et d'ambiguïté sexuelle. Pourquoi on ne dit plus ambiguïté sexuelle? Parce que ça résonne dans l'oreille des parents de manière très péjorative. Ça résonne comme une ambiguïté de la sexualité. Si ça correspond à ce qu'on observe à la naissance, c'est ambigu, on ne sait pas dire si c'est un garçon ou une fille. En regardant les organes génitaux externes, la portée de ce mot-là, il faut en tenir compte. Et donc il est préférable de dire ce qui correspond plus à la réalité, une anomalie du développement de l'appareil génital. Ça ne préjuge pas de la sexualité. Alors, juste un rappel, vous connaissez donc évidemment qu'on a 46 chromosomes, il y a 22 paires d'autosomes et une paire de gonosomes, que sont XX ou XY. La sexuation chez les mammifères est déterminée par la présence ou l'absence d'un Y, d'un chromosome Y, comme vous le voyez ici. Dès qu'il y a un Y, c'est un phénotype masculin, sauf pour le 46Y0, mais ça n'est pas viable. Ce chromosome Y, il contient 57 millions de paires de bases azotées, dont 130 gènes, composant 130 gènes. 76 de ces 130 gènes ont une activité connue et les autres sont considérés comme des pseudogènes dont l'activité n'est pas connue. Alors en réalité, ce chromosome Y, il a la même forme en X que les autres. Il est simplement nommé Y simplement pour le distinguer de l'X, de l'autre gonosome, et tout simplement pour suivre l'alphabet. Donc il a, comme tous les autres chromosomes, 2 bras courts et 2 bras longs. Alors l'histoire rapide du chromosome Y, c'est intéressant dans l'évolution des espèces. Avant l'apparition du chromosome Y, le sexe était plutôt déterminé par l'environnement, c'est-à-dire la température, les saisons, mais pas du tout par les gènes. Et puis, il y a à peu près moins 300 millions d'années, il y a eu une mutation du gène SOX3 qui a créé le gène SRY sur une paire d'autosomes, et ce qui nous a amené à les appeler donc les proto-X et les proto-Y. Il faut rappeler que les premiers vertébrés sont apparus à peu près il y a 500 millions d'années, on estime, et donc il y a eu pendant 200 millions d'années donc cette sexuation par l'environnement. Il a fallu longtemps attendre pour que cette mutation apparaisse. Il y a moins 150 millions d'années, donc les proto-X et proto-Y étant devenus différents parce que vous savez qu'au moment de la méiose, il y a une recombinaison des chromosomes par un crossing over,
Et cette recombinaison a pour vocation de corriger des erreurs génétiques. Et donc, plus les chromosomes sont différents, plus ces recombinaisons deviennent rares ou difficiles, si bien que les mécanismes de recombinaison ont progressivement diminué. Pour replacer un petit peu les choses, si les premiers mammifères sont apparus il y a moins 500 millions d'années, les premiers vertébrés, les premiers mammifères sont apparus à peu près il y a moins 200 millions d'années, et les dinosaures à peu près moins 230 millions d'années. Donc il y a eu coexistence pendant un certain temps, 30 millions d'années, entre les dinosaures et les mammifères. Les mammifères étaient plutôt la proie, hein, les dinosaures étaient plutôt des prédateurs, et c'est pour ça que pendant très longtemps, les mammifères ont peu évolué, c'est surtout des petits mammifères. Et puis vous savez qu'il y a eu l'extinction des dinosaures à peu près il y a moins 66 millions d'années, on impute ça à la chute d'un météorite, et ce qui a permis aux mammifères de prospérer par la suite. Et entre moins 180 et moins 25 millions d'années, eh bien, contrairement à l'X, l'Y a dégénéré progressivement. C'est la raison pour laquelle il est devenu plus petit, parce qu'il n'y a plus de réparation génétique. Et puis, heureusement pour nous, depuis 25 millions d'années, l'Y des primates a cessé de dégénérer, malgré tout, chez l'homme, par rapport à ce qu'on imagine connaître du premier chromosome Y, le proto-Y, eh bien, ce gène a perdu 97% de ses gènes ancestraux. Alors, le système XY de la détermination sexuelle a été découvert simultanément par deux Américains qui travaillent dans des laboratoires tout à fait différents, mais comme souvent, ça a été simultané. C'est Stevens et Wilson qui ont décrit ça, Madame Wilson, en 1905, mais il a fallu attendre beaucoup plus longtemps, 91, plus contemporain, pour que Lowell et Badge définissent la présence, enfin l'existence du gène SRY qui a un rôle déterminant dans la différenciation sexuelle. Alors, voyons de manière schématique maintenant les étapes de la différenciation sexuelle. La première étape, c'est la mise en place de l'ébauche gonadique indifférenciée. Au tout début, c'est vraiment l'embryogénèse. Comment on va se mettre en place cette gonade primitive. La deuxième étape, eh bien, c'est la différenciation de cette gonade primitive. Au départ, la gonade primitive, elle est totipotente, elle peut évoluer dans un sens ou dans l'autre, c'est-à-dire vers un ovaire ou vers un testicule. Il y a une différenciation qui s'opère, et là on va voir que c'est SRY qui impulse cette différenciation. Ensuite, c'est la mise en place du phénotype, c'est-à-dire des organes génitaux externes, et donc là, on va le voir, c'est principalement l'activation des récepteurs aux androgènes du tractus génital chez le petit garçon. Et enfin, pour terminer, donc l'activation du système reproducteur, mais ce n'est pas notre sujet, puisque c'est après la puberté pour la finalisation du développement de l'appareil sexuel. Alors la première étape, donc la mise en place de l'ébauche de la gonade indifférenciée, on est très tôt, on est à 5 semaines d'aménorrhée, la gastrulation commence à peine, on a sur la face dorsale de cet embryon en biplan la cavité amniotique, sur la face ventrale la vésicule ombilicale, et tout près de la petite excroissance caudale qui est le canal allantoïdien, vous vous souvenez de l'embryologie, qui relie l'embryon au syncytiotrophoblaste par ce pédicule allantoïdien, c'est là qu'apparaissent les premières cellules germinales, primordiales, dans cette région caudale de cet embryon. Et puis, assez rapidement, et que l'embryon commence à se différencier de ses annexes, ces cellules germinales vont migrer de la région donc allantoïdienne ou du futur cordon. Hein. Je vous rappelle que le cordon, c'est la fusion donc, de la vésicule, du pédicule vitellin et du pédicule allantoïdien. Donc on va dans le cordon retrouver évidemment le canal vitellin, mais également le début du canal allantoïdien. Et donc ces cellules vont migrer, et donc elles vont aller, en suivant ici le mésentère dorsal, aller de chaque côté, donc rejoindre ce qu'on appelle les crêtes génitales. Donc les crêtes génitales, c'est des dérivés mésoblastiques qui sont sur les lames latérales de part et d'autre de la corde, et vous avez ici donc la crête urinaire qui va donner le pronéphrose, le mésonéphros, et secondairement et à la fin le métanéphros. Et donc en dedans de cette crête urinaire, il y a la crête génitale dans lesquelles ces cellules primordiales, germinales, vont aller s'installer. Donc voilà leur trajet de migration. Et donc on aboutit à 6 semaines, on voit que c'est un processus extrêmement rapide, donc cet aspect-là. Donc on a le mésonéphros ici, qui commence déjà à avoir son activité de filtration de produits d'urine et qui évacue ça par le canal de Wolff. Et en dedans, donc cette gonade primitive qui est relativement haut, puisque vous avez le ligament diaphragmatique ici et le ligament inguinoscrotal ici.
Donc là, on est à un stade indifférencié. Et on voit ça donc chez les filles comme chez les garçons. Alors, si l'embryon est XY, l'activation pendant un moment court, mais un moment déterminant de l'embryogénèse, va activer une autre protéine qui est la protéine TDF, Testing Determining Factor, qui va donc transformer cette gonade primitive en testicule. Mais SRY n'est pas le seul gène activateur, et vous voyez qu'il y a sur plusieurs chromosomes des gènes qui sont impliqués dans cette différenciation sexuelle. Donc c'était quelque chose d'assez complexe. Si l'embryon, en revanche, est génotypiquement XX, donc pas de SRY, eh bien l'évolution va se faire spontanément dans le sens ovarien. C'est-à-dire que s'il n'y a pas de stimulation par SRY, et même si on a par exemple un chromosome Y délété de SRY, l'évolution va se faire dans le sens féminin. On disait d'évolution par défaut. Alors, si on regarde dans ce qui se passe, on est au stade de gonade primitive, on n'a pas de SRY, l'évolution fait que la gonade primitive devient un ovaire. S'il y a SRY, la gonade devient un testicule. Et ensuite, il y aura une cascade qui amènera au développement de l'appareil génital. Mais vous voyez que dès cette première étape, SRY, il peut y avoir un problème qui va être responsable d'un trouble de la différenciation sexuelle. Pour faire schématique, vous avez ici deux gonosomes, un chromosome X et un chromosome Y, et chacun de ces chromosomes est doté à ses extrémités des régions PAR1 et PAR2, c'est des régions pseudo-autosomales, qui, lors de la prophase, de la méiose, vont, par crossing over, se recouvrir. Et il se trouve que le chromosome Y est porteur du gène SRY sur son bras court, mais tout près de cette région pseudo-autosomale qui, lors donc, de la méiose, peut, par crossing over, switcher. Et donc, si ce switch se fait un peu trop près du centromère, il va emporter finalement le gène SRY sur un des brins du chromosome X et déléter le chromosome Y de son gène SRY. Et donc, en fait, au moment de la fin de la méiose, les chromatides qui vont être produites, eh bien, il va y avoir des chromosomes X dont un va être normal, mais l'autre avec un SRY, et sur les chromosomes Y, un Y qui n'aura pas son SRY. Et donc, si ces gamètes s'apparentent aux gamètes donc, féminines, donc, qui sont des chromosomes X, et bien, vous voyez qu'on peut avoir des combinaisons. Donc, on va avoir une fille normale, XX, mais là, on va avoir, bien que ce soit génotypiquement une fille XX, ça va être un garçon, puisqu'il y a SRY qui va activer la différenciation. Et puis, on aura une fille XY parce qu'effectivement, elle hérite d'un chromosome Y, mais développement féminin parce qu'il n'y a pas SRY, et enfin, un garçon XY normal. Alors ça, c'est ce qui peut arriver, c'est quand même des phénomènes qui sont un peu rares. Il peut y avoir un autre mécanisme qui intervient, c'est qu'il peut y avoir une mutation sur le gène SRY, donc il va perdre sa fonction, il est présent mais il n'est pas actif, et donc là, quand on va faire une recombinaison au moment de la fécondation, eh bien cet individu-là, avec un SRY muté, il n'aura que des filles, mais sur ces filles, la moitié seront des filles normales, donc génotype XX, phénotype fille, mais il aura la moitié de filles qui auront un phénotype phénotype fille et génotype XY. Alors maintenant, la mise en place du phénotype. Donc quand il n'y a pas SRY, la gonade primitive devient un ovaire. Les canaux de Wolff vont régresser, vous le savez. Les canaux de Muller vont persister, ils seront à l'origine de l'utérus, des trompes, des 2/3 ou du 3/4 supérieur du vagin, on parle donc des dérivés mullériens, et le tubercule génital, sans impact, sans stimulation des récepteurs par les androgènes, vont évoluer dans le sens féminin. Et donc, voilà ici donc, la gonade primitive à 6 semaines, et donc on a à cet âge-là la coexistence des canaux de Muller qui sont ici en rose et des canaux, en bleu et les canaux de Wolff qui sont en rose. Et donc rapidement, ces canaux de Muller vont converger dans leur partie inférieure. Notez que ici c'est le sinus urogénital dans lequel s'abouchent les canaux de Wolff, mais les canaux de Muller, eux, ne s'abouchent pas dans le sinus urogénital. Il y a une espèce de tubercule qu'on appelle le tubercule de Muller qui est adossé à la face supéro-postérieure de ce cloaque. Et donc les tubes de Muller vont converger pour finalement fusionner, pour donner l'utérus, au départ avec une cloison qui normalement va régresser. Et donc le ligament inguinal va se transformer donc en ligament en dessous des régions cornuales ici
en ligament utérosacré et en ligament rond au-dessus. Donc concernant l'évolution des canaux de Wolff, eh bien, les canaux de Wolff vont disparaître. Il va rester quelques reliquats donc dans le mésovarium des canaux de Wolff. Et puis latéralement à l'utérus, vous savez qu'on a les canaux de Gardner qui peuvent développer plus tard des kystes dont le diagnostic n'est pas toujours facile d'ailleurs, qui sont des reliquats des canaux de Wolff. Et concernant donc les organes génitaux externes, eh bien, ce tubercule de Muller qu'on voit s'adosser ici, maintenant on est au niveau du sinus urogénital, vous avez le cloaque qui est en arrière, eh bien, ce tubercule va prospérer, se vacuoliser, attirer à lui la face dorsale du sinus urogénital. Il va se développer des petits replis ici qui seront à l'origine des cul-de-sac vaginaux. Cette vacuolisation va toucher également la face dorsale, donc je vous rappelle que ça c'est un dérivé entoblastique et ça c'est un dérivé mésoblastique. Et finalement ça va se caviter et pour finir par s'ouvrir, il y aura l'hymen qui va amener ça au vestibule. Et donc on retrouve bien effectivement la partie inférieure du vagin qui est d'origine entoblastique et la partie supérieure et l'utérus au-dessus d'origine mésoblastique. Alors maintenant on passe chez le garçon et donc SRY est positif, présent, donc activation de TDF et le testicule, la gonade primitive devient testicule. Le testicule, il a deux vocations en particulier sur le plan activité hormonale. Les cellules de Sertoli vont sécréter l'hormone antimullérienne qui, comme son nom l'indique, va provoquer la régression des canaux de Muller, donc il n'y aura pas de dérivé mullérien, mais également les cellules de Leydig vont sécréter la testostérone. Et cette testostérone va permettre le maintien des canaux de Wolff. Je vous rappelle que l'évolution spontanée, c'est la disparition des canaux de Wolff. La testostérone permet le maintien de ces canaux de Wolff, mais cette testostérone, elle est également transformée par une enzyme qu'on a évoquée tout à l'heure, qui s'appelle la 5-alpha-réductase, qui va transformer cette testostérone en dihydrotestostérone, qui est le principe actif, et qui va viriliser les récepteurs, qui va activer les récepteurs du tubercule génital pour viriliser les organes génitaux externes de ce fœtus masculin. Donc si on reprend l'analogie, cette fois-ci chez le garçon, donc là on est au stade commun, on voit que les canaux de Muller vont régresser. Là aussi, il y a quelques reliquats. Vous vous souvenez, il y a les hydatides sessiles au niveau du testicule, et puis il y a l'utricule prostatique qui vont persister. En revanche, les canaux de Wolff vont donner donc les canaux déférents. Ils vont émettre latéralement dans leur partie inférieure les vésicules séminales par des évaginations latérales. Et au niveau donc du bas appareil, eh bien, vous avez un petit amas de cellules endoblastiques sous la région du futur col vésical qui va être la prostate, dans laquelle passent donc ici les canaux éjaculateurs et l'hydatide sessile. Et c'est dans ce territoire-là, qu'on appelle le trigone, avec cette partie inférieure, qu'on connaît une pathologie qu'on voit chez les petits garçons et qui est propre aux petits garçons, c'est les valves de l'urètre postérieure. C'est à cet endroit-là que se développent ces anomalies-là, par anomalie du développement finalement du bas appareil génital. Donc si on regarde maintenant l'évolution pour se rapprocher de l'imagerie échographique, jusqu'à 11 semaines d'aménorrhée, l'aspect est indifférencié. On n'est pas capable macroscopiquement de distinguer un garçon d'une fille. Cet aspect est celui-ci. Vous avez un phallus, donc un tubercule génital, avec le sinus urogénital bordé par les plis urogénitaux, et à la base, donc, les renflements labioscrotaux, le périnée, donc le canal anal. Et donc, chez le garçon, en un mois finalement, ou chez la fille d'abord, pardon, eh bien, on va avoir une évolution qui est la suivante, c'est-à-dire qu'il va y avoir fusion des plis urogénitaux avec simplement un méa urétral et un orifice vaginal qui vont persister. Et latéralement, donc, les renflements labioscrotaux vont devenir les grandes lèvres et le clitoris va peu grossir par rapport à son origine à 11 semaines. Et chez le garçon, eh bien, vous le connaissez, donc ce mécanisme. Les renflements labioscrotaux vont prospérer, fusionner sur la ligne médiane pour constituer le raphet médian. Fermeture donc par la gouttiette urétrale, et vous voyez que quand ça ne se fait pas très bien, ça peut donner des hypospades de la face donc, ventrale de la verge, et le phallus grandit plus long et plus antérieur chez le petit garçon. Donc voilà une animation entre 11 et 18 semaines finalement du devenir à la fois de ce tubercule génital et des replis labioscrotaux qui montrent qu'en gros, on a cet aspect-là. Et donc vous voyez qu'en fonction de la période à laquelle on va faire l'échographie, on aura des aspects différents, surtout une sécurité dans
le genre qu'on va donner. Alors l'aspect des organes génitaux, vous voyez qu'à 11 semaines, tous ont un tubercule génital. Donc si on se réfère à l'inclinaison du tubercule génital pour dire c'est une fille, on a raison une fois sur deux à cet âge-là, puisque ça peut être aussi un garçon. Voilà ici donc une embryoscopie. Vous voyez qu'on est incapable de dire si c'est un garçon ou une fille. Et là, j'ai repris ces images de Marjorie England. Il y a un garçon et une fille. À votre avis, qui est le garçon et qui est la fille? Évidemment, on ne peut pas répondre. L'aspect est tout à fait superposable. Mais c'est à partir de 11 semaines, et on doit ça à Bernard Benoît, qui, en faisant l'échographie de son propre fils, qui a maintenant plus de 30 ans, qu'il a observé que ce tubercule génital, à partir de 13 semaines, avait la même longueur, mais une inclinaison différente. Et donc, il a fait plusieurs examens, il a observé ça rapproché des observations postnatales, et il a montré donc qu'il y avait cette transformation de l'inclinaison avant qu'il y ait une transformation de la longueur de tubercule génital. Et donc, on a pu ainsi essayer de déterminer le sexe. Alors, quelle est la pertinence? Eh bien, vous voyez que, par exemple, Efrat avait publié en 1999, au cours de la 11e semaine, le taux de détermination correcte est 70%. Il faut retirer à ces 70% les 50% du hasard. Donc il était peu contributif avec 20%. Mais très vite, vous voyez que dans le courant de la 13e et plus encore de la 12e et de la 13e semaine, on devient plus performant. Il y a eu d'autres études qui ont donné en fonction de l'âge et du genre de l'enfant les performances. Donc vous voyez que chez les garçons, pareil, aux environs de 13-14 semaines, on a une bonne réponse, mais on a également, il faut attendre 13 semaines pour avoir une réponse suffisamment robuste. Donc si à 12 semaines, on veut donner le sexe parce que les parents le demandent, il faut quand même bien rappeler que c'est une réponse qui reste probabiliste et qui méritera d'être corroborée par les données de l'échographie du deuxième trimestre, parce que la marge d'erreur est toujours possible. On n'a pas toujours des bonnes conditions pour voir l'inclinaison de ce tubercule. Alors, l'examen chez les petits garçons, donc ça se fait comme pour tout en échographie, en coupe sagittale, en coupe frontale et en coupe transversale, pour voir l'ensemble des structures génitales. Alors, vous connaissez ces coupes sagittales. La coupe est vraiment sagittale quand on a cette petite ligne brillante qui est l'urètre, le trajet urétral, c'est l'interface de l'urètre pénien qui nous permet de voir qu'on est sûr. Vous voyez la différence entre 18 et 32 semaines du développement du scrotum, très plat, déshabité. Et puis, à partir de 25-26 semaines, il y a la migration des testicules dans les bourses, et ils changent d'aspect. Et regardez, on y reviendra, mais vous voyez que si on est en céphalique, souvent les bourses roulent sur la face ventrale de la verge, et on a l'impression d'un petit débord pénien. En réalité, tout le corps spongieux est ceci, donc c'est une verge de taille normale. Méfions-nous de l'aspect apparent de la verge, on y reviendra. Alors, on peut utiliser les sondes de haute fréquence. Vous avez ici, on voit très bien le prépuce, ici, et le gland. On peut voir, donc ça peut être utile dans certaines situations, évidemment pas en dépistage, mais quand on a une suspicion d'hypospate pour vérifier lors de la miction si le jet sort du méa normalement ou s'il sort plutôt vers la face ventrale. Et donc parfois, eh bien, l'exploration pendant la phase pernictionnelle permet de bien voir ce trajet urétral. Donc la moyenne, et ça c'est Zalel qui l'avait publié, nous montre que voilà, à 32 semaines, c'est 17 mm. Ne pas s'adosser à ça. Et pour la raison que je vous ai expliquée tout à l'heure, la verge est masquée. Il faut donc se méfier de ces pseudo-micropénis et ces pseudo-incurvations, notamment quand il y a un cordon à côté. Je vous rappelle que le cordon in vivo, c'est quand même très ferme. Et donc, il suffit d'attendre un peu et que sa verge n'est pas si coudée que ça, parce que le cordon s'est éloigné. Donc là aussi, on a l'impression d'une toute petite verge. En réalité, donc, elle n'était pas si petite que ça, et on voit ici pendant la miction. Alors, l'imagerie de haute fréquence a changé les choses dans le trouble des développements de l'appareil génital, parce que quand on utilise des sondes de haute fréquence, ce matériel, corps spongieux et corps caverneux, comme ce sont des structures avec plein d'interfaces qui peuvent se gorger de sang, quand on est à haute fréquence, eh bien, ça va apparaître hyper échogène parce qu'il y a plein d'interfaces. Et donc, vous voyez ici, on va être en capacité de bien repérer l'extrémité du gland et bien repérer la région bulbaire, l'urètre sous-vésicale qui descend ici. Et donc, on va pouvoir mesurer de manière plus efficace. Donc voilà, ici, par exemple, vous voyez, à 22 semaines, on a vraiment un micropénis, mais authentifié par le fait que le corps spongieux est anormalement court. Ici également, avec notamment une coudure, on repère l'urètre ici. Vous voyez que là, l'urètre, on le suit, il ne va pas jusqu'au bout, il y a très probablement un hypospade ici. Alors, on doit à Edith Vulliard d'avoir fait des tables qui sont très utiles dans l'impression de petites verges,
qui consiste donc à mesurer la distance donc, entre le bulbe et le gland. Donc ce qu'on voit ici en échographie, je l'ai retourné pour faire la différence, donc pas confondre les corps caverneux qui sont à la face antérieure et le corps spongieux qui comprend le gland et le bulbe. Et donc elle a établi des abacs. Alors c'est facile à retenir, puisque à 22 semaines, la médiane c'est 24 mm, et à 32 semaines c'est simplement le double. Donc ça c'est la médiane. Donc si on a l'impression d'une petite verge, on monte la gamme de fréquence, on fait une coupe strictement sagittale, on mesure, et vous voyez qu'à 32 semaines, la marge entre deux déviations standards, c'est 41 et 55. Donc voilà ici des exemples pour montrer qu'il peut y avoir dans ces examens difficiles l'intérêt de cumuler les éléments anatomiques. Vous avez ici un garçon et une fille normale, et bien vous voyez que le trajet de l'urètre sous-vésical, il part vers l'arrière, ça s'appelle l'urètre postérieur, et ensuite devient l'urètre pénien. Chez la petite fille, ce trajet urétral, il va passer sous la symphyse pubienne. Ici, on passe par la partie cartilagineuse de la symphyse pubienne, et c'est un trajet qui est plutôt arrondi, pas du tout anguleux. Et donc, si on regarde ça en paire mictionnelle, on voit très bien cette différence de trajet et de longueur. Alors, ça peut être utile, vous voyez, quand on a ici un aspect, est-ce que c'est un micropénis, est-ce que c'est un gros clitoris, c'est très difficile. Eh bien, là, on ne peut pas répondre parce que la coupe n'est pas strictement sagittale. L'idéal, c'est d'avoir la vessie, le col vésical et ce trajet urétral. Et vous voyez qu'ici, c'est plutôt anguleux, ce qui orientera, c'est pas formel, mais avec d'autres éléments, ça orientera plutôt vers peut-être un petit garçon avec un petit pénis. Et vous voyez que là, ça ressemble un petit peu, mais là, vous voyez que c'est pas du tout anguleux, et là, c'était plutôt une petite fille. Alors, les testis dans les bourses, c'est intéressant parce que la migration testiculaire, elle nécessite une imprégnation hormonale, notamment en testostérone, suffisante, et donc le fait de voir des testis dans les bourses est un élément relativement rassurant quand on a des organes génitaux qui sont apparemment mal formés. On peut utiliser là aussi des sondes de haute fréquence. Ça peut être utile, encore une fois, dans le bilan d'expertise, mais pas en routine. On voit très bien les épididymes, ici, les testicules. Alors, voilà ici, une cryptorchidie, vous avez une verge de taille normale, et vous voyez qu'on a des bourses qui sont à parois festonnées, déshabitées. Ici aussi, vous voyez qu'on a, bien qu'on soit à 31 semaines, un aspect compatible avec ce qu'on voyait à 18 semaines. Alors, l'écho 3D là-dedans, ça donne des images comme souvent saisissantes, mais ça a peu d'intérêt diagnostique. Alors pour la petite fille, eh bien la petite fille, donc ça reste comme c'était à 11 semaines, avec un petit tubercule qui est incliné vers le bas. Si on a un doute et qu'on a la chance de voir une miction pendant l'examen, vous voyez que le jet mictionnel se fait sous le tubercule génital et non pas à la pointe du tubercule génital. Vous connaissez tous ces images en coupe frontale avec les deux grandes lèvres, ces coupes sagittales avec cette voussure, parfois discrète, mais parfois un peu plus importante et parfois troublante. À 32 semaines, la coupe frontale montre très bien les grandes lèvres et l'accollement des petites lèvres, vous connaissez ça par cœur. La coupe transversale montre cette image en grain de café. Et la coupe sagittale, parfois, donne cette espèce de proéminence qui, dans certains cas, comme ici, peuvent nous embêter. Est-ce que c'est un gros clitoris? Alors, vous voyez que cette fille fait pipi, et là on voit que le flux d'éjection est sous ce tubercule. Alors voilà ici donc un aspect des organes génitaux un peu troublant, mais si on fait une coupe frontale, on voit que en fait, c'est deux grandes lèvres et l'accollement des petites lèvres ici. Et on voit qu'en fait, il y a une hypertrophie, une exubérance de ces petites lèvres, ce qui explique l'aspect en coupe sagittale. Et donc, bon, le rendu 3D montre un peu cet aspect-là. Il suffit d'aller regarder des nouveau-nés en pouponnière pour que l'aspect des vulves varie beaucoup de variations interindividuelles. Et donc voilà ici un autre exemple où cette patiente avait été référée pour suspicion d'hypertrophie clitoridienne. On fait une coupe frontale et on voit qu'en fait il y a une interface. Et quand on multiplie les plans de coupe, qu'on est bien perpendiculaire, c'est une interface, c'est pas un trajet urétral, c'est donc des petites lèvres qui sont un peu hypertrophiques. Vous voyez la différence avec un vrai hypertrophie clitoridienne, où vous avez ce matériel spongieux avec pas de trajet urétral à l'intérieur, qui est différent de cet aspect-là. Alors l'utérus. Alors l'utérus du petit fœtus féminin, c'est un petit utérus. Il y a peu d'imprégnation œstrogénique, donc sa trophicité est peu importante. Il est sous, mais plutôt presque rétrovésical. Plutôt rétro, mais plutôt sous-vésical. Vous voyez, à 24 semaines, parce qu'on a ici une région anorectale qui est avec un méconium très hypoécogène, qu'on voit bien le col vésical. Ça, c'est le vagin qui est hyperécogène, et l'utérus, c'est cette toute petite structure. Donc vous voyez que c'est isoécogène
aux structures ambiantes, donc difficiles à distinguer. Pas toujours simple. Vous voyez ici, donc, grâce au rectum, on voit qu'il y a entre le mur postérieur de la vessie et la face antérieure du rectum du matériel interposé. Et c'est rare d'avoir ce type d'image pour faire une mesure de la hauteur. En revanche, plus facile, c'est la coupe transversale, souvent la coupe qu'on fait pour aller voir la vessie. Eh bien, chez la petite fille, s'interpose en avant du rectum et en arrière du mur postérieur de la vessie l'utérus. On a la filière uro-génito-digestive qui est bien dans l'axe. Et chez le petit garçon, eh bien, le mur postérieur de la vessie est adossé à la face antérieure du rectum. Et donc, c'est en regardant par cette coupe transversale l'arrière de la vessie qu'on a des informations sur les dérivés mullériens ou pas chez les petites filles. Et je vous invite à vous entraîner à le faire. Vous allez vous apercevoir que c'est assez rapide. Je vous montrerai la technique après. Donc, vous voyez qu'on voit toujours interposer et parfois donnant à la vessie une empreinte du mur postérieur de la vessie. Parfois, on voit même des utérus paramédians in utero. Alors, la technique, quand vous faites une coupe transversale, là, vous reconnaissez les deux ischions. On est à 27 semaines. C'est une maman un petit peu grosse, donc je n'ai pas sélectionné la patiente. Eh bien, on descend, on est au niveau des ischions, donc on va remonter vers la tête fémorale. Et vous voyez que la tête fémorale, ici, c'est une opportunité parce que c'est sono-transparent, c'est du cartilage. Et donc, on a une très bonne transmission. Et vous voyez que juste derrière la vessie, interposée, vous avez cette petite image qui est un utérus. Et si on part du haut, c'est-à-dire que, là c'est la tête fémorale, donc si on part du haut, on ne voit rien, mais si on monte au niveau de la tête, vous voyez que ça libère l'accès à cette zone-là. Donc on emprunte la tête fémorale de manière opportune pour aller voir ce territoire-là. Et ça n'est pas que pour les anomalies du développement des organes génitaux internes chez les petites filles, c'est aussi dans un certain nombre d'anomalies pour repérer dans les sinus urogénitaux, dans les cloaques. C'est très utile de savoir faire cette coupe qui finalement est assez simple. Et donc je vous invite à essayer, quand la patiente vous demande le sexe, essayez d'abord de répondre en regardant ce qui se passe derrière la vessie. Vous ne voyez pas d'utérus, vous allez vérifier que vous avez une verge et des bourses. Vous voyez un utérus, allez vérifier que vous avez bien un aspect de grande lèvre et petite lèvre. Vous apercevrez que la courbe d'apprentissage est relativement rapide. Donc au troisième trimestre, c'est plus facile et il y a une voie d'accès qui est plus importante parce que la voie transverse est plus difficile. C'est en passant par la pièce coccygienne qui, elle aussi, est cartilagineuse. Donc quand on a un fœtus encéphalique, eh bien, on peut passer sur cette voie-là. Et vous voyez qu'on va insoner le bas rectum, le bas fond rectal, le canal anal, le vagin avec toujours sa paroi épaisse, le col, les cul-de-sac et ici la vessie avec le col vésical. Donc là aussi, c'est très utile de dire j'ai un dérivé mullérien chez ce fœtus qui a priori est peut-être féminin. Alors voilà, ici vous connaissez cette coupe. Quand on fait une coupe transverse à partir de la coupe transcoccygienne, si je peux dire, on a cette image en cocarde. Cette zone hypoécogène en périphérie, c'est le cul-de-sac vaginal et le centre, c'est le col avec le canal cervical. Alors, les DSD maintenant féminins, on a défini le normal. Donc on voit que les DSD, c'est surtout chez la fille des anomalies au niveau de la virilisation de ce tubercule génital. Et c'est l'hyperplasie congénitale des surrénales très largement en tête des causes de ces DSD. Donc vous savez que c'est un déficit enzymatique de la stéridogénèse surrénalienne. Le plus souvent, c'est un déficit en 21-hydroxylase, mais ça peut être d'autres enzymes, plus rarement. La forme complète, celle qu'on va voir nous en anténatale, est possible. Les formes, vous savez, donc plus tardives, se révèlent en période péripubertaire, elles n'ont pas d'expression anténatale. C'est une mutation sur le chromosome 6, donc c'est récessif autosomique. Et donc c'est important, quand il y a un cas index, d'organiser la surveillance du tubercule génital, de voir même s'il faut mettre un traitement dexaméthasone très précocement, voir ça avec l'équipe des généticiens. Alors la prévalence en Europe, elle est assez rare pour la forme complète, donc de diagnostic anténatal possible, 1 sur 14 000. Mais il y a d'autres régions du monde où c'est pour des raisons génétiques. Vous voyez, en Arabie Saoudite, c'est quand même près de 5 fois plus. Et chez les Esquimaux, 1 sur 300 naissances. Donc il y a une prédisposition génétique incontestable. Maintenant, vous savez qu'on fait un dépistage néonatal par le test de Guthrie de l'hyperplasie congénitale des surrénales, car ça va au-delà du trouble des organes génitaux externes, c'est que ça peut entraîner des troubles hydroélectrolytiques néonataux et donc qui doivent nécessiter une prise en charge adaptée. Alors le diagnostic anténatal est possible quand on a eu un cas index, mais parfois c'est un peu difficile. Alors juste un rappel sur la voie de synthèse pour comprendre ce qui se passe dans cette hyperplasie congénitale des surrénales. Donc le cholestérol au niveau du surrénal est transformé en prégnolone par une desmolase.
Cette desmolase, sous l'effet d'une 17-alpha-réductase, va devenir la 17-hydroxypregnolone, qui va devenir la DHEA. Vous savez que certains prenaient ça pour rester jeunes. Et sous l'effet d'une bêta-hydroxylase, ces trois éléments vont se transformer l'un en progestérone, l'autre en 17-hydroxyprogestérone et l'autre en androstendione. La même enzyme va transformer ces trois substrats. Et il y a une 17-alpha-réductase qui va permettre à la progestérone d'être transformée en 17-hydroxyprogestérone et une autre enzyme qui ne nous intéresse pas qui va transformer cette 17-hydroxyprogestérone en androstendione. Et l'étape d'après, elle est activée par la 21-hydroxylase qui va transformer la progestérone en déoxycorticostérone et la 17-hydroxy, par la même enzyme, en déoxycortisol. Et l'androstendione est transformée en testostérone. Et donc vous voyez que le précurseur donc, de l'aldostérone, il est là, activé par une 11 bêta-hydroxylase, et ce précurseur est transformé en cortisol. Et concernant donc la voie des androgènes, la 5-alpha-réductase, dont on a parlé tout à l'heure, transforme cette testostérone en 7-déhydrocholestérone. Testostérone. Et donc, quand il y a un bloc enzymatique en 21-hydroxylase, eh bien, ça bloque la chaîne. Et donc, les précurseurs de ce que la 21-hydroxylase va transformer, c'est-à-dire la progestérone et la 17-hydroxyprogestérone, vont se retrouver en excès. Et donc, on va dévier la synthèse, c'est-à-dire qu'il va y avoir la progestérone qui va être transformée en 17-hydroxyprogestérone, et une partie de cette 17-hydroxyprogestérone va être en androstendione, testostérone, 5-alpha-réductase, et donc, chez cette petite fille, il va y avoir une production d'androgènes, par déviation donc, de la chaîne. Et donc, parallèlement à ce mécanisme, eh bien, le déficit en aldostérone et en cortisol va activer le système, l'axe hypothalamo-hypophysaire, et donc il va y avoir un feedback qui va stimuler les surrénales pour qu'elles produisent plus d'aldostérone et de cortisol, mais elles ne sont pas capables, et donc l'hyperplasie va toucher les surrénales, et la boucle est bouclée. Alors, chez le petit garçon, maintenant, SRY, on l'a vu, active TDF, et vous avez la chaîne. Alors voyons maintenant, parce que c'est plus complexe chez le garçon, c'est une transformation active. Et donc, plus c'est complexe, plus il y a de niveaux d'erreurs possibles. On peut avoir, donc on a vu SRY, mais on peut avoir au niveau des testicules, soit une sécrétion d'hormones antimullériennes qui ne marche pas bien, donc il va y avoir persistance des dérivés mullériens, soit des cellules de Leydig qui ne marchent pas assez de testostérone, et donc on va avoir des canaux de Wolff qui vont être maintenus. On peut avoir dans certaines régions du monde, notamment en Amérique latine, des prédispositions. Il y a aussi dans des plantations où on a invoqué, notamment par rapport aux Antilles, des engrais, notamment pour les bananeraies, qui joueraient sur le développement de l'appareil génital, ça jouerait sur la 5-alpha-réductase, eh bien ce déficit va entraîner donc une diminution de la production de la dihydrotestostérone et donc une absence ou une hypovirilisation de ce fœtus. Alors maintenant que tous ces mécanismes ont été expliqués, vous voyez que ce n'est pas si simple, hein, et pour rigoler, j'ai rajouté ça parce que tout se ressemble. S'agit-il d'un garçon ou s'agit-il d'une fille ici? Il ne faut surtout pas répondre car on n'est pas en mesure de le faire. Les clés du diagnostic anténatal des anomalies du développement reposent sur l'échographie de dépistage, bien que dans les recommandations françaises, l'aspect des organes génitaux externes ne fasse pas partie des items opposables de ce dépistage. Devant la découverte d'un aspect inhabituel des organes génitaux, parce que la patiente demande si c'est un garçon ou une fille, et puis qu'on est en difficulté pour répondre, eh bien, il ne faut pas chercher à établir un diagnostic étiologique, c'est-à-dire savoir quelle est la cause, une insensibilité aux androgènes, une telle ou telle cause. Le mot-clé, c'est ne pas chercher à établir un diagnostic, mais rester descriptif. On ne pourra pas faire de diagnostic étiologique avec les seules données de l'imagerie. Il faut, si possible, donc avoir la recherche de SRY sur sang maternel ou le karyotype fœtal et surtout le profil stéroïdien sur le liquide amniotique. Si ce liquide amniotique montre, par exemple, qu'il y a un taux élevé de 17-hydroxyprogestérone et que c'est un karyotype XY, SRY-, eh bien, c'est une hyperplasie congénitale des surrénales. S'il y a, par exemple, du 7-déhydrocholestérol en masse, eh bien, ça veut dire qu'il y a un bloc en 7-déhydrocholestérol réductase, et donc ça va être un Smith-lémioptide, surtout s'il est hypotrophe, une polydactylie. S'il y a un taux d'androgènes qui sont normaux et que c'est un karyotype masculin avec SRY positif,
on a plus de chances que ce soit une insensibilité aux androgènes. Donc l'imagerie à elle seule est une technique qui est borgne, c'est-à-dire qui ne donne pas une vision claire des choses, on a besoin de la biologie. Et donc il nous faut décrire très scrupuleusement le tubercule génital et rechercher des dérivés mullériens, dire en staff pluridisciplinaire « je vois un utérus » ou « je ne vois pas d'utérus » change les orientations des hypothèses diagnostiques. Alors maintenant, des images. Je vous montre une image ici d'une coupe sagittale. Donc tout le monde reconnaît que c'est inhabituel, surtout pas chercher à savoir si c'est un garçon ou une fille. Il faut simplement dire qu'on a une proéminence. Une autre ici avec une coudure. Une autre ici avec un aspect peut-être de petite verge ou des grandes, un gros clitoris et des grandes lèvres. Une coupe ici sagittale. Une autre ici. Et une autre là. Encore une autre ici. Les surrénales normales, elles correspondaient à ce fœtus-là. Eh bien, tout ce que je viens de vous montrer, ça correspond au même diagnostic. C'est des hyperplasies congénitales des surrénales dont le diagnostic a été fait donc, sur la ponction de liquide amniotique et suggéré par le fait qu'on avait repéré des utérus. Alors voilà, encore sur des images plus récentes, donc des gros clitoris, hein, c'est différent. Donc on va regarder chez ce fœtus qui a bien un col. Donc, vous voyez que la surrénale était normale. Et ce qu'il faut retenir dans les hyperplasies congénitales des surrénales, il ne faut pas compter sur les surrénales pour faire le diagnostic. C'est-à-dire qu'on peut très bien, comme chez ce fœtus, avoir un gros clitoris et une surrénale normale. Donc ça peut être quelque chose qui apparaît secondairement et c'est plutôt une description plus pédiatrique, bien qu'on puisse en anténatal avoir des grosses surrénales. Et vous avez un exemple ici, vous aviez un gros clitoris avec un fœtus porteur d'un utérus, avec une grosse surrénale, presque la taille du rein, et en coupe transverse, on voyait bien les deux surrénales, ce n'est pas les deux reins. Ça, c'est plutôt l'exception. La règle, c'est plutôt que les surrénales sont normales. Alors, on peut avoir d'autres anomalies qui sont proches, mais vous voyez qu'elles vont toutes se ressembler, et c'est pour ça qu'il va falloir être descriptif. Vous voyez ici, par exemple, on a l'impression que c'est plutôt une verge un peu coudée, avec un scrotum. C'était pas du tout ça, c'était pas une insensibilité aux androgènes. Vous avez ici un hypospade, une cryptorchidie. Là, c'était un déficit en synth alpha réductase. Encore une fois, c'est la biologie qui donne le diagnostic et pas l'échographie. L'échographie est là, le starter pour dire qu'il faut aller un peu plus loin. Donc voilà un autre exemple ici où on voit bien l'intérêt de repérer qu'il n'y a pas d'utérus sur cet aspect des organes génitaux chez une maman un peu forte. Hein, donc là, c'est quelque chose qui est déterminant. Là, vous voyez qu'on a une petite verge, mais on a un petit testicule, on a même un deuxième ici, et donc ça peut être intéressant, c'est une insensibilité partielle aux androgènes. Et donc attention, quand on voit une anomalie des organes génitaux, pensez aux ensembles polymalformatifs. Vous voyez que ce fœtus avait une malformation cardiaque, ce qui obère un petit peu le pronostic et augmente surtout le risque d'anomalies chromosomiques ou syndromiques. Donc on a une aorte à cheval, une CEV sous-aortique. Donc il faut savoir que quand on a une anomalie des organes génitaux, il faut faire un examen qu'on appelle diagnostic, c'est-à-dire un examen extrêmement détaillé. Alors on a des verges enfouies. C'est des verges qui ont une taille presque normale, vous voyez, mais on a l'impression que le débord est tout à fait petit, les deux testicules sont là, on voit bien que le jet urinaire provient de l'extrémité de la verge. On a parfois des scrotums, ce qu'on appelle en châle, c'est-à-dire une anomalie de l'insertion du scrotum, vous voyez, comme un châle posé. Et à l'échographie, ça donne l'impression qu'on a une petite verge. On a peut-être l'impression ici que c'est un gros clitoris avec des grandes lèvres. En fait, pas du tout. C'est une verge de taille normale. Vous avez l'urètre ici et les deux bourses ici. Voilà un autre scrotum en châle avec une verge coudée avec ici une suspicion d'hypospade. Un autre hypospade, c'est la coudure de la verge sans contrainte. Voilà encore d'autres exemples avec une cryptorchidie. Donc pour conclure sur ces organes génitaux, la mise en place, vous l'avez vu, c'est un mécanisme complexe, surtout chez le petit garçon. Chez la petite fille, c'est un processus par défaut, à la limite programmé. Plusieurs mécanismes sont impliqués dans la pathogénie. Peu de spécificité de l'image échographique prénatale, donc restez très humble sur les hypothèses diagnostiques. Rôle de l'échographie devant une image inhabituelle des OGE, description analytique du tubercule, recherche d'un utérus, recherche attentive d'anomalies associées, c'est capital. Je vous ai mis ici un certain nombre d'associations avec des anomalies des organes génitaux, le charge, la dysplasie campomélique, le Smith-Lemie-Opitz, le Fries-Fraser
toutes choses qui peuvent être assez graves. Et si on va chez Omim et que vous faites ambiguïté sexuelle, eh bien vous avez près de 250 situations où des gènes sont impliqués avec anomalie des organes génitaux. Attention aux termes et aux mots qui vont être écrits dans les comptes rendus. Dans les oreilles des couples, ça résonne de manière très péjorative. Éviter le mot d'ambiguïté sexuelle, prendre le temps d'expliquer que l'appareil génital, c'est comme un cœur, comme un cerveau, comme des membres. Ça peut être l'objet de malformations. La prise en charge doit être pluridisciplinaire et sans laisser les parents en errance, parce qu'ils vont tous sur Internet, se désinformer en général. Et c'est une consultation pluridisciplinaire où il y a le généticien, le biologiste spécialisé, l'endocrinopédiatre, le chirurgien pédiatre qui va recevoir les couples et qui va expliquer les possibilités et aussi les limites de la prise en charge thérapeutique, sans oublier le soutien psychologique dont certains couples ont souvent besoin. Je vous remercie. Merci beaucoup pour cette excellente communication. Vous êtes réellement un géant de l'écho. You're a giant. Est-ce qu'il y a une question à poser dans la salle? On prend une question. Après, short question, please. Je vous remercie, Monsieur Alduzer. Je voudrais, oui. À quel moment on peut s'inquiéter concernant la migration testiculaire du pelvis vers le scrotum? À partir de quel âge de grossesse on commence à s'inquiéter? Alors, dans la fenêtre du dépistage, nous on fait à 32 semaines, enfin entre 31 et 33 semaines, dans l'immense majorité des cas, au moins un des deux testis est en place. Et ça, c'est un élément assez rassurant. La grande majorité, les deux sont en place. Quand on fait des échos pour des raisons pathologiques, des troubles trophiques, des risques de récurrence, de maladies autres, on fait des échographies intermédiaires vers 26-27 semaines. Dans beaucoup de cas, on a déjà une migration testiculaire, au moins. Ce que j'aurais envie de dire, c'est qu'à 32 semaines, on doit voir les deux testicules. Si on voit qu'on a un scrotum qui est relativement plat, déshabité, là, il faut faire une coupe sagittale de la verge, vérifier le corps spongieux, pas la verge apparente, mais le corps spongieux, regarder avec les tables, de façon à s'assurer qu'on n'a pas un problème de micropénis. Hein, parce que cryptorchidie et petite verge, c'est souvent un problème soit de stimulation de la progestérone qui n'est pas efficace, soit un problème de récepteur qui n'est pas efficace, mais souvent un problème de sécrétion de progestérone. S'il vous plaît, quel est le meilleur moment pour étudier le phénotype des organes génitaux externes? Est-ce qu'au cours d'une échomorphologique, 22-24 semaines, oui, ou un peu plus après? Non, à 22-24, on voit très bien, et y compris l'utérus. D'accord. Hein, c'est pas si compliqué que ça. Hein. La fenêtre, il ne faut pas oublier la tête fémorale, une coupe transverse. Dès qu'on voit la tête, la vessie s'illumine, le rectum et l'utérus. Moi, j'ai une petite question, Marc. Bravo pour la communication. En termes de diagnostic anténatal concernant l'hyperplasie congénitale surrénale, c'est bien de faire le diagnostic parce qu'on a un impact thérapeutique déjà en anténatal. Parce que si on a un cas index, et puis si on fait une échographie et qu'on doute et qu'on fait le dosage de l'hydroxyprogestérone dans le liquide amniotique, plus ou moins éventuellement un karyotype si on a un doute, bien qu'on ne peut pas, parce que si on voit l'utérus, c'est que très probablement une hyperplasie. Le fait de mettre la patiente sous corticothérapie éventuellement, ça pourrait éviter le passage de cette hyperplasie du deuxième cas, je veux dire. Alors oui, c'est-à-dire que malheureusement pour le premier cas, on ne peut rien faire, ouais, parce qu'au mieux le diagnostic est fait au deuxième trimestre, et donc le traitement ne servira, la corticothérapie ne servira à rien, puisqu'on aura déjà une virilisation et il n'y a pas de feedback, de retour en arrière. Mais ça peut être utile, effectivement, sur une grossesse suivante. Ce cas index va permettre d'abord de vérifier que le fœtus, on peut faire des prélèvements pour voir si le fœtus est hérité du gène, de la mutation. Et si c'est une petite fille, de mettre en place, mais c'est précoce, hein, c'est vers 8 semaines ce traitement-là. Vous avez vu, vous vous souvenez, sur la chronologie de la mise en place de la différenciation de la gonade et des organes génitaux, il faut que ce processus soit fait relativement précocement. Après, les différents auteurs ne sont pas tout à fait d'accord sur la durée, la mise en place, mais c'est quelque chose qui doit se faire précocement.
Et donc le risque, il est quand même néonatal. Parce que chez les petits garçons, l'hyperplasie congénitale des surrénales, ça ne fera pas des surgarçons. Ils ne seront pas une virilisation supérieure à leur virilisation, mais ils vont avoir les troubles hydroélectrolytiques probablement, avec des déshydratations. Et donc le test de Guthrie a quand même changé pas mal de choses, mais c'est parfois utile, parce que le test de Guthrie, il n'est pas fait dans l'heure qui suit la naissance. C'est parfois utile, quand on a un diagnostic anténatal, de prévenir l'équipe des pédiatres néonatologues attention, il y a ce risque-là. S'il vous plaît, comment vous faites l'annonce de diagnostic? Est-ce que vous demandez notre avis, quoi que vous soyez un expert? Comment ça se passe? Ça va inquiéter le couple? Oui. Bon, en général, je reçois des couples parce qu'un collègue a trouvé un aspect inhabituel. Le couple a demandé à connaître le sexe, et puis le collègue n'arrive pas à répondre, ou il a vu que ce n'était pas comme d'habitude. Donc moi, je reçois des couples qui sont déjà un petit peu dans l'inquiétude. On leur a dit, il y a un doute. Beaucoup, parce que la moyenne d'âge, Philippe vous a rappelé ce matin que la moyenne d'âge des parturientes en France, c'est 30 ans. C'est-à-dire que ce sont des femmes qui sont nées avec le smartphone dans la poche. Et donc elles sortent de la salle d'échographie et elles vont taper le terme qui est dans le compte-rendu. Et donc on les revoit, on essaie de faire un temps court pour ne pas les laisser trop dans l'angoisse, entre l'examen et le contrôle. Et on voit donc les couples plutôt dans l'annonce. Et donc c'est là qu'on voit l'impact des mots prononcés. Quand vous dites ambiguïté sexuelle, dans l'oreille d'une femme, ça a une portée considérable. Dites plutôt, puisque c'est la vérité, aspect inhabituel des organes génitaux externes. Aspect inhabituel. Et ensuite, donc on fait l'examen, on décrit et on explique surtout le parcours qui va être fait tout de suite. Qu'on va travailler à plusieurs, qu'on est plus intelligent quand on est plusieurs spécialistes autour du problème. On essaie d'étayer les choses sur le plan biologique avec l'endocrinopédiatre et ensuite on envoie le couple auprès du chirurgien pédiatre qui a été informé, évidemment, qui connaît le dossier, parce que les chirurgiens pédiatres, ils n'aiment pas trop parler de patients qu'ils ne voient pas. Ils aiment bien examiner leurs patients. Donc tout repose sur la description qu'on va leur faire sur le plan anatomique et sur le plan endocrinologique. Et le couple envisage l'avenir avec le chirurgien envisage l'avenir avec ce couple. C'est important que les parents puissent avoir une vision d'avenir sur ce qu'on va pouvoir faire, sur ce qu'on ne pourra pas faire, sur le fait que c'est isolé, pas isolé. Donc on explique aux parents ce qu'on va faire. Mais c'est toujours un drame. Les organes génitaux, c'est comme la face, ça se voit, c'est très emblématique. Parfois vous avez une petite fente qui va créer une angoisse énorme, parfois même des demandes d'interruption de grossesse. Et d'autres fois, vous avez des cardiopathies majeures, ça ne se voit pas, mais les couples veulent qu'on prenne en charge leur enfant, alors que le cardiopédiatre a très peu d'espoir parce qu'il n'y a pas de solution réparatrice. Donc c'est des pathologies qui touchent la représentation, c'est une plaie narcissique, une blessure narcissique, la face et les organes génitaux, donc il faut être très prudent. Et vous avez vu que dans la pluridisciplinarité, j'ai rajouté les psychologues ou les psychiatres, parce que parfois, chez des patientes, ça peut révéler des névroses ou voire des psychoses, cette angoisse intense, et donc il faut être très vigilant. Merci beaucoup. Bon, la femme a accouché, on va prendre, Dr Sahnoun va nous entretenir sur la prise en charge de ces anomalies en postnatal. Merci. Donc, je commence par remercier tout le bureau de l'STGO de m'avoir invité pour participer dans ces journées d'échographie. Je remercie sûrement mes amis Dr Hassine Abouda, Dr Mouchal Mourali et Dr Zouaoui de m'avoir invité pour parler des anomalies du développement de l'appareil génital et cette prise en charge postnatale, comme a parlé Dr Althusser. Donc pour les difficultés qu'on reçoit, c'est surtout à partir de dès les derniers jours avant l'accouchement, et ça commence à en avoir ce stress familial et qu'on doit résoudre à la naissance. Donc on doit faire un diagnostic facile et précis de cette malformation génitale par un examen clinique avec une imagerie, une biologie convenable. C'est une prise en charge qui est complexe vu les divergences des anomalies anatomiques. Le challenge, c'est la chirurgie avec le timing et la technique. Quelle technique est utilisée? Et j'insiste,
sur cette prise en charge multidisciplinaire qui doit être primordiale. On va commencer par le garçon et ses anomalies de développement donc, de l'appareil génital masculin, et ça représente 10% des malformations génito-urinaires, souvent détectées à la naissance, mais on peut voir même à la petite enfance. Il y a surtout dans les formes simples avec des variations anatomiques et ont surtout des conséquences cosmétiques, mais surtout on peut voir des formes graves mettant en jeu la fonction urinaire et ou sexuelle. Ces malformations congénitales de la verge peuvent être avec anomalie urétrale, et qui sont les plus fréquentes, mais peuvent être sans anomalie urétrale, telles que l'anomalie de la taille, de la forme, de la position et du prépuce. Et on va commencer donc pour montrer une courbure de la verge, comme vous le voyez ici, qui est secondaire, peut-être une courbure latérale, secondaire à une disproportion des corps caverneux, comme on peut avoir une courbure ventrale avec un urètre court congénital. La torsion de la verge, aussi une autre anomalie de forme de la verge, elle est rare et d'importance variable, mais associée souvent à un hypospadias, et elle est due à une anomalie de fixation du fascia de Buck avec hypoplasie du corps caverneux, souvent gauche. Mais l'érection et l'activité sexuelle, elles restent normales. Aspect préopératoire d'une torsion de la verge sans hypospadias, et là avec un hypospadias de l'autre côté à droite, où il y a cet aspect d'hémiprépuce. La torsion de la verge, donc l'indication opératoire, elle est réservée quand il y a trouble de miction ou un trouble sexuel, et le résultat il est souvent incomplet vu qu'il y a une atteinte des corps caverneux. Comme on a vu, la transposition pénoscrotale en diagnostic anténatal, donc c'est une position caudale du pénis par rapport aux bourses. Et donc, l'étiologie, souvent, elle est due à anomalie des récepteurs aux androgènes, et la verge est d'aspect long et flaccide. Vous voyez ici donc l'aspect préopératoire d'une transposition pénoscrotale et l'aspect post-opératoire avec l'incision en W qui permet cette plastie et la correction de la transposition pénoscrotale. L'aphalie, c'est très rare, c'est à peu près 1 sur 30 millions de naissances avec absence de corps spongieux et caverneux. Le méa érétral peut être périnéal comme il peut être rectal. Le scrotum est normal avec souvent des testicules en place et c'est dû à une absence de développement du tubercule génital à la 4e semaine d'aménorrhée. Donc l'aphalie, voilà, une aphalie avec un abouchement urétral dans le rectum, qu'on nous montre cette opacification. Là, c'est une aphalie avec une bifidité scrotale. Là, c'est une aphalie avec un méa périnéal. Vous voyez la miction au niveau du périnée, juste au-dessus du rectum, et donc c'est une aphalie avec un méa périnéal. Là, c'est la cure de cette aphalie avec une phalloplastie, c'est la technique de De Castro, et en utilisant un lambeau abdominal de rotation pour la correction et la confection de soi-disant une verge. Diphalie, autre anomalie, donc c'est l'embryogenèse est indéterminée, c'est une duplication de la verge. Il y a plusieurs présentations pour la diphalie, mais souvent il existe 2 urètres et chaque verge a 2 corps caverneux. Donc cette diphalie, ça rentre souvent dans un cadre polymalformatif complexe avec souvent une extrophie, une imperforation anale, une agénésie lombosacrée. Il faut faire l'intervention chirurgicale précocement pour éviter les troubles psychologiques et elle consiste, cette chirurgie difficile qui consiste à l'exérèse des tissus anormaux. Voilà l'aspect pré- et post-opératoire d'une diphalie. L'hypospadias, donc un défaut de développement des tissus de la partie ventrale de la verge avec ces 3 anomalies, l'hémiprépuce, le méa ectopique et la coudure associée ou la courbure. Les formes cliniques de l'hypospadias, on peut avoir l'hypospadias glandulaire, le balanoprépucial, le pénien antérieur, et ça c'est ce qu'on appelle l'hypospadias antérieur communément. Il y a l'hypospadias moyen et l'hypospadias postérieur avec le pénoscrotal et voire périnéal. Ça touche environ 1 sur 250 garçons, 7% des formes familiales, et il y a dans l'hypospadias, c'est souvent le rôle central des androgènes au cours des premières semaines de la vie intra-utérine.
Les anomalies associées souvent dans l'hypospadias postérieur ou périnéal, on peut avoir une cryptorchidie unilatérale, donc dans 10% une suspicion de DSD, une neuropathie malformative, surtout le reflux, l'hydronéphrose, le syndrome de jonction et la duplicité, et certains syndromes chromosomiques. Quel bilan réalisé en cas d'hypospadias? Pour l'hypospadias antérieur, pas de bilan, 0. Pour le postérieur ou en cas association d'une ectopie testiculaire unie ou bilatérale ou micropénis, donc suspicion de DSD. Et là, on demande le karyotype, le bilan endocrinien avec la testostéronomie, l'AMH et l'échographie abdominopelvienne à une gynétographie, à plus ou moins une IRM pelvienne selon le cas. Donc, le traitement est chirurgical pour l'hypospadias. Dans les formes distales, cette cure chirurgicale, ça consiste à corriger le fonctionnel, c'est-à-dire améliorer le G, l'esthétique et surtout le psychologique. Et dans les formes proximales, dans les formes postérieures, il y a la fonction sexuelle et de reproduction sont compromises. Donc, il y a une courbure importante avec un MIA qui est très proximal. L'âge de l'intervention, 6 à 18 mois. On préfère souvent à l'âge de 1 an, 9 mois, 1 an. Ça dépend de la taille de la verge et s'il y a une verge un micropénis ou une verge de petite taille, il faut faire une stimulation pour la correction et surtout dans les formes postérieures. Donc le principe de la cure de la chirurgie de l'hypospadias, c'est le redressement de la verge, la reconstruction de l'urètre, le rapprochement des corps spongieux et la reconstruction du gland avec une couverture cutanée et la circoncision. Et souvent on utilise l'hémiprépuce, on utilise un lambeau vasculaire pour la protection de l'urétroplastie et comme ça on diminue parce que la chirurgie de l'hypospadias est diminuée surtout par le risque de fistule urétrale et en utilisant le lambeau vasculaire de l'hémiprépuce, on couvre mieux l'urétroplastie. L'épispadias, donc c'est sur la forme antérieure, donc c'est sur la face antérieure, donc un épispadias peut être glandulaire, continent, et c'est les meilleures formes avec une bonne évolution. Il y a l'épispadias pénia-continent aussi, et on a l'épispadias incontinent. La chirurgie, ça consiste à la reconstruction de l'urètre avec sa reposition ventrale entre les deux corps caverneux. Et les résultats de la chirurgie, c'est une chirurgie qui est difficile, mais le pronostic, il dépend surtout, est-ce que c'est une forme continente ou forme incontinente. Et donc, vous avez bien deviné que c'est les formes continentes qui ont un meilleur résultat. Voilà, c'est un épispade avec une extrophie vésicale, comme on a vu sur l'échographie anténatale, avec une petite vessie là, c'est un pronostic qui est un peu sombre pour l'état de la vessie, puisque déjà ça nécessitait un agrandissement vésical pour cette extrophie. Autre anomalie, c'est le diverticule de l'urètre. Le diverticule de l'urètre, c'est une dilatation congénitale de l'urètre antérieur bulbaire et pénien. Et ce diverticule peut être proximal ou distal. Et c'est un déficit segmentaire des corps spongieux. Il est dû à un déficit segmentaire du corps spongieux. Et il y a les deux formes, comme on le voit aussi, un diverticule volumineux, géant, et les petits diverticules qui peuvent se voir, et on peut le corriger facilement. On passe aux anomalies du développement de l'appareil génital féminin, et on va commencer par, il y a deux parties, on va parler des DSD, mais on va parler surtout des malformations utéro-vaginales. Et ces malformations qui sont peu fréquentes en pratique pédiatrique, la prévalence est de 0,5 à 4%. Les circonstances découvertes, que ce soit en anténatal ou en néonatal, c'est souvent une masse pelvienne. À la puberté, on peut avoir des aménorrhées primaires ou une masse ou des douleurs pelviennes menstruelles. Donc on va sous les malformations anorectales et les anomalies complexes du pôle caudal. Et donc, c'est des anomalies isolées du corps des canaux de Muller. Donc, les malformations utérovaginales isolées, on va voir l'imperforation de l'hymen, l'atrésie vaginale, les cloisons vaginales et les malformations utérines, que ce soit bicornes ou cloisonnées. Les malformations utérovaginales, donc pour le vagin, il y aura les malformations de formation, c'est-à-dire les atrésies vaginales. De fusion ou de résorption, c'est la cloison sagittale ou transversale. L'utérus, on peut avoir donc le syndrome de Meyer-Rokitansky, l'utérus bicorne et l'utérus cloisonné. Pour la chirurgie des malformations utérovaginales, elle pose des problèmes thérapeutiques complexes. En fait, à court terme,
le traitement, le but du traitement, c'est le traitement des retentions utérovaginales et leurs conséquences infectieuses. Et deuxièmement, donc, c'est le traitement des malformations rénales associées. À long terme, il faut préserver la fertilité et la sexualité. L'hydrohématocolpose, la seule urgence, c'est l'hydrohématocolpose. Elle peut être due à une atrésie segmentaire, elle peut être due à une cloison vaginale transverse, mais elle peut être due aussi à une simple imperforation de l'hymen. Et donc, l'urgence, c'est le drainage, soit par voie basse avec ponction-évacuation, soit par voie abdominale, scanoguidée ou cœlioscopique. Chez le nouveau-né, souvent, c'est l'imperforation de l'hymen, donc elle peut même s'ouvrir spontanément, comme on le voit aussi ici, ou une excision avec une incision, simple incision de l'hymen, et plusieurs techniques ont été décrites. Il y a la technique de Caparo, c'est l'incision sagittale qui conserve la virginité, c'est la technique en Y, avec l'incision en Y. Il y a l'incision elliptique, mais avec le risque de sclérose et de sténose, et il y a des incisions radiaires, des sections du diaphragme en 4 à 8 incisions. Donc la technique la plus utilisée, c'est l'incision en Y. Le Caparo, c'est la technique qui libère la cloison immuno-urétrale avec évacuation de l'hydrocolpose, mais moins de risque de resténose. Deux précautions techniques sont fondamentales pour toute immuniotomie. Respecter les orifices des glandes de Bartholin à 5 heures et à 7 heures. Et chez le nouveau-né, vu la situation profonde de l'hymen, il faut veiller à ne pas léser l'urètre ou le rectum. Et donc, souvent, l'astuce, c'est qu'il faut mettre une sonde vésicale pour identifier l'urètre facilement, mais l'incision doit être faite sur une aiguille, donc qui ponctionne la poche, et ainsi l'incision en Y peut se faire facilement, donc l'ouverture de la membrane imperforée donc, sur cette aiguille qui a été mise en haut, comme ça on peut faire facilement l'incision en Y. Donc chez nos nouveau-nés, donc pas de drainage, pas d'irrigation parce qu'il y a un risque infectieux, surveillance échographie pelvienne, est-ce qu'il y a des masses ou signes de compression, et si récidive, il faut éliminer une autre malformation associée. Donc chez l'adolescent, donc, certaines équipes utilisent l'ocytocine et l'antibiothérapie. En cas d'épanchement, il faut bloquer les menstruations pour éviter l'endométriose et surveillance échographique et prévenir les sténoses par des dilatations. Les malformations vaginales, on va voir les cloisons vaginales transversales, le diaphragme. Il y a le septum longitudinal et l'atrésie vaginale. Donc la cloison transversale, le traitement initial, c'est le risque d'endométriose et donc il faut drainer l'hydrocolpose. Et le traitement définitif peut se faire par des plasties ou la résection du diaphragme et les procédés de crevé. Les plasties en YV, permettent donc, surtout en cas de diaphragme incomplet arciforme. Les plasties en Z de Gracia, donc la plus utilisée, en cas surtout de diaphragme incomplet falciforme ou semi-circulaire. La résection du diaphragme, surtout en cas de diaphragme complet ou annulaire, donc c'est une résection complète du diaphragme à partir de sa base vaginale avec décollement des berges supérieures et inférieures et suture des berges vaginales sans tension. La procédure de crevé, c'est des incisions, 6 à 8 incisions radiaires de la base du diaphragme et la cicatrisation va se faire par épithélisation progressive sans suture autour de membranes souples. La difficulté, c'est qu'elle nécessite le port prolongé d'un membrane souple et inadapté chez les très jeunes filles, donc on ne l'utilise même pas en population pédiatrique. La cloison longitudinale, soit on peut faire la section de la cloison, soit la résection complète de la cloison. Et l'indication selon l'étendue de la cloison au niveau du massif cervical. Donc, comme vous voyez ici, la section de la cloison, c'est une ouverture par les ciseaux à mi-chemin entre la fourchette et le méa urétral et l'ouverture complète de la cloison vaginale. Là, c'est la résection de la cloison avec incision par les ciseaux entre les deux pinces mises quelques millimètres de l'insertion de la cloison et l'hémostase par des points d'affrontement muqueux au niveau de chaque tranche de la section. Les atrésies vaginales, donc il y a la technique non chirurgicale, c'est les dilatations par voie périnéale selon Franck, mais bon, c'est pratiquement inapplicable chez la jeune fille, la petite fille. Et les techniques chirurgicales, soit des dilatations par voie abdominale selon
Vecchietti, ou clivage vésico-rectal avec ou sans greffe cutanée, et la colpoplastie intestinale. La colpoplastie intestinale, on peut utiliser un segment colique avec isolement du segment de 10 à 12 cm à transplanter et un abaissement du segment colique après création d'un tunnel entre le rectum et l'urètre. Et on peut utiliser aussi un segment grélique. Les indications, donc l'âge de l'opération est variable. Il vaut mieux l'âge précoce, ça donne des résultats meilleurs, et surtout, il prend en considération la psychologie de la petite fille. Et l'âge pubertaire, ça permet de faire des dilatations naturelles, une meilleure définition anatomique et une oestrogénisation spontanée. En cas d'atrésie utéro-vaginale, donc l'objectif c'est entreprendre une vie sexuelle normale, et donc la technique de choix c'est la colpoplastie intestinale. En cas d'atrésie vaginale totale, c'est la plastie intestinale, mais bon, il y a les gynécos surtout utilisent la dilatation en premier lieu selon la technique de Franck, couplée à une anastomose directe entre le col utérin et la cupule vaginale sous tension. En cas d'atrésie vaginale partielle basse, il y a l'abaissement vaginal avec anastomose directe ou avec interposition de lambeaux cutanés vascularisés. Et pour les atrésies vaginales partielles hautes, anastomose utéro-vaginale directe avec, ou une plastie intestinale. Il y a les malformations utérines aussi, donc il y a l'utérus bicorne, on peut avoir un utérus bicorne unicervical ou un utérus bicorne bicervical, donc ça donne un hémivagin borne, et il y a aussi l'utérus cloisonné, donc ça résume pratiquement les malformations utéro-vaginales qu'on peut voir chez le nouveau-né ou la petite fille de sexe féminin. Donc on va passer au désordre de développement sexuel, le DSD, et je vais insister sur la forme la plus fréquente, le 46XX, avec hyperplasie congénitale surrénale chez la fille et qui nécessite une chirurgie féminisante. La chirurgie féminisante, elle améliore l'apparence esthétique, elle prévient les complications psychologiques et le résultat dépend de cette prise en charge multidisciplinaire. C'est pour cela une chirurgie féminisante qui n'est pas bien préparée, ça peut aboutir à l'échec, et donc c'est un travail de toute une équipe pour permettre une chirurgie féminisante dans les bonnes conditions. Donc l'objectif c'est de répondre à 3 questions. Donc à quel âge opérer? Quelles sont les techniques? Et faut-il réparer en un seul temps? À quel âge? Donc l'âge c'est entre 2 mois et 6 mois quand l'hyperplasie congénitale des surrénales est bien contrôlée. Faut-il réparer tout en un seul temps? Oui, parce que ça donne des avantages chirurgicaux et des avantages psychologiques. La question, est-ce qu'il faut faire une génitographie, une endoscopie du sinus urogénital? Donc on peut faire la génitographie, mais l'endoscopie elle est non irradiante, elle précise mieux le sinus urogénital. Elle permet aussi de placer une sonde dans la cavité vaginale et une sonde vésicale, et donc ça permet de faciliter la chirurgie. Voilà, un sinus urogénital lent. La classification de Prader, donc, avec le stade 5 donc de Prader 1 au Prader 5. Donc la chirurgie féminisante, elle consiste à une vaginoplastie, une clitoridoplastie, une plastie des petites lèvres et une plastie des glandes lèvres. La vaginoplastie, la technique dépend de la longueur du sinus urogénital. En cas de sinus court, comme on le voit sur le schéma, donc une voie périnéale avec un lambeau cutané de Fortinov en V inversé, donc peut être utilisée pour faire cette vaginoplastie. La cavité vaginale est disséquée en latéral et en postérieur, puis sa paroi postérieure est largement ouverte pour l'élargir en interposant le lambeau cutané de Fortinov. Voilà l'aspect, enfin, de vaginoplastie. En cas de sinus urogénital lent, donc on doit faire une mobilisation de ce sinus. Donc ça consiste à séparer la cavité vaginale de l'urètre
et ouvrir la cavité vaginale au périnée en utilisant un lambeau de Vortinov postérieur et un lambeau de sinus urogénital distal ouvert à sa face ventrale. La clitoridoplastie, elle consiste à la résection des corps caverneux avec conservation des 2 pédicules vasculo-nerveux dorsaux du gland. Surtout, comme on le voit ici, donc il faut préserver le pédicule. La labioplastie des petites lèvres, donc c'est une ouverture longitudinale de la peau du fourreau et du prépuce avec abaissement des 2 lambeaux à l'orifice vaginal. Pour la labioplastie des glandes lèvres, c'est un abaissement des 2 bourrelets génitaux au-dessous de la fourchette vulvaire. Voilà quelques aspects d'une chirurgie féminisante avec l'aspect post-opératoire, préopératoire, péropératoire et post-opératoire. Voilà l'aspect préopératoire et l'aspect après 8 mois en post-opératoire. Aussi un autre exemple. Voilà un autre exemple de l'aspect préopératoire et l'aspect péropératoire de cette chirurgie féminisante avec donc la vaginoplastie, la clitoplastie et la labioplastie. Voilà un déficit en 21 hydroxylase et l'aspect juste post-opératoire de cette chirurgie féminisante. Quelques cas de service qu'on a opérés dans le service pour cette chirurgie féminisante. Donc voilà, c'est à 21 mois, on a reçu la patiente. Et après la chirurgie féminisante, l'aspect péropératoire à droite en haut, et l'aspect post-opératoire après 8 mois, et l'aspect de la fille, donc ça fait après, à l'âge de 5 ans. Un autre cas, donc à 1 an, la chirurgie à droite en haut, l'aspect post-opératoire, après 9 ans, la petite va bien. Et un autre exemple, le dernier exemple, donc à 21 mois, et l'aspect péropératoire, l'aspect post-opératoire et je crois 6 ans ou 7 ans après, on a pris la photo. Voilà le dernier exemple avec cette chirurgie féminisante avec l'aspect pratiquement à la puberté. Donc en conclusion, les anomalies du développement de l'appareil génital sont multiples et représentent un motif de consultation fréquent. La chirurgie, c'est une dualité fonctionnelle et esthétique, donc c'est un vrai challenge. Les répercussions psychologiques doivent être prises en considération et j'insiste sur l'importance de cette prise en charge multidisciplinaire et la correction chirurgicale, ça nécessite une expérience très très importante pour assurer une excellente chirurgie de ces cas souvent difficiles et surtout la prise en charge des parents pour les soutenir pendant cette période du préopératoire jusqu'au post-opératoire, jusqu'à la photo finale qu'on fait avec, c'est-à-dire c'est surtout le regard des parents pour leur fille, pour les hypospadias postérieures, mais surtout c'est le vrai challenge, c'est les DSD, qu'on arrive à avoir des résultats, surtout sur le plan psychologique, parce que les parents, comme on a dit Marc, donc les parents vivent vraiment un cauchemar dès l'annonce du diagnostic. Voilà, donc je termine par juste pour vous inviter, donc en tant que président de l'amicale des enseignants à la faculté, donc je vous invite à les EMC de Monastir qui vont se dérouler le 1er, le 2, 3 septembre à Monastir. Et donc il y aura de la gynécologie, de la cellulologie, de l'échographie, des ateliers. Voilà. Merci. Bien. On vous remercie, professeur Sahnoun, pour la qualité de votre communication. Je passe à la salle pour savoir si on a des questions. J'apprécie beaucoup la dextérité chirurgicale. Celui-là, là. Oui, oui. Bon. Concernant la génésie vaginale, moi je pense que pour la génésie vaginale, il ne faut pas la toucher avant l'âge de 18 ans.
Parce qu'on a une technique. Il y a plusieurs techniques. Mais la technique la plus facile et la plus reproductible, c'est le horseshoe flap vaginoplastie. Et parce que quand vous allez confectionner un vagin à partir de la peau, si on ne fait pas l'ablation des poils au laser, vous allez avoir un vagin avec des poils. Alors la technique, en plus, ça laisse une cicatrice. Si vous allez prendre de la peau de la cuisse, ça laisse une zone dyschromique. Si vous allez prendre un embout cutané abdominal, il y a une cicatrice. Par contre, le horseshoe flap vaginoplastie, c'est une technique qui est facile, qui est reproductible. Vous allez obtenir un vagin facilement à 8 cm, 10 cm. Et on a l'expérience de cette technique. Alors que quand vous allez confectionner un vagin à partir de digestif, c'est quand même très lourd, hein, comme geste, c'est pas facile. Oui. Alors que dans les autres techniques, le vicatif, on a pareil, le digestif, c'est une morbidité qui est très lourde. Les autres techniques, ça laisse des zones cutanées, des schromiques. Donc moi je pense que je parle de la génésie vaginale totale, ou même partielle, la meilleure technique, c'est le horseshoe flap vaginoplastie. Alors, pour la génésie utérine, il y a actuellement des greffes utérines et à travers le monde entier, il y a une dizaine de femmes enceintes avec des grossesses, avec une naissance de nouveau-nés. Donc, je réitère... Utérine. Oui, utérine, oui. Des greffes. Utérine. Des greffes. Des greffes utérines. Donc, je réitère ma position vis-à-vis de la génésie vaginale. Moi, je pense qu'il ne faut pas les toucher chez les enfants, sauf à partir de l'âge de 16-18 ans. Pour un peu confirmer ce que dit Célède, la chirurgie vaginale, il ne faut pas la faire même juste après la naissance ou pendant la période de l'adolescence. Pourquoi? Parce que vous êtes obligé de renforcer ce que vous avez fait par des rapports sexuels. Et l'idéal, c'est juste avant le mariage. Maintenant, concernant l'aplasie vaginale, surtout quand elle est totale, dans le cadre d'un syndrome de Rokitansky. Il ne faut plus faire de la chirurgie, que ce soit par les grandes et les petites lèvres, ou même par un transplant digestif. Parce que pourquoi? Parce que vous avez éventuellement un espoir pour faire une greffe utérine. Et tous les gens et toute la littérature te disent, si jamais on fait la greffe utérine, il ne faut pas anastomoser un utérus avec un digestif. Je ne sais pas si on se comprend ou non. Donc, hein? Ça a été fait, mais bon, peut-être il y a interposé non, ils n'interposent plus du digestif. Si jamais ils ont une arrière-idée de faire de la greffe utérine, ou qui m'a dit, la dernière naissance après greffe utérine, ça a été décrit, je profite de l'occasion, c'est Khaled Mahmoud, il était là, on avait invité le Suédois, le premier qui a fait donc la greffe utérine, il est venu ici et c'est une équipe qui a eu d'excellents résultats. Je vous rappelle que la première naissance en France, ça remonte pratiquement à 2 ans, c'est avec le professeur Jean-Marc Ayoubi à l'hôpital Foch, et lui, bon, il sélectionne les patientes, pour lui, c'est essentiellement en cas d'absence utérine avec un vagin normal. D'accord? Donc la chirurgie vaginale, puis vous avez insisté sur un point qui est très très important, c'est le soutien psychologique, aussi bien vis-à-vis et de la fille et des parents. Concernant la perforation héméniale, j'insiste une chose, c'est qu'il faudrait examiner systématiquement les nouveau-nés de sexe féminin à la naissance. Ça ne demande rien du tout, il suffit d'ouvrir pour voir est-ce que vous êtes en cas présence d'un hydrométrocolpos ou non. Et merci. Justement, je continue avec toi, Tahar. Quand on examine un nouveau-né de sexe féminin et qu'on trouve un hymen intact, non perforé, derrière cet hymen intact, non perforé, il existe des sécrétions, voire même du sang menstruel dans le canal vaginal en amont de l'imperforation hyméniale. C'est, à mon avis, la seule situation où on peut intervenir très tôt après la naissance pour faire cette belle incision en Y pour permettre aux menstruations, entre guillemets, qui existent chez le nouveau du sexe féminin après la naissance. Pourquoi cette menstruation, entre guillemets? Parce qu'il va y avoir une privation
hormonale, estrogénique notamment, qui était d'origine placentaire. Le placenta a sécrété des substances estrogéniques, estrioles, estrogènes, etc., qui permettent un certain développement de la muqueuse utérine, de l'endomètre, et à l'accouchement, la privation estrogénique d'origine placentaire va entraîner une menstruation, entre guillemets, qui va s'accumuler derrière un hymen intact, qu'il faut ouvrir. Oui. C'est la seule intervention tard en période post-accouchement. C'est pour cela que j'ai insisté là-dessus, c'est surtout sur le plan psychologique et sur l'urgence, c'est en cas d'imperforation de l'hymen. Psychologique, je suis d'accord, il y a un nouveau-né, non, psychologique. S'il y a un hymen imperforé, un hymen imperforé, il y a un risque, comme vous l'avez si bien dit, un risque infectieux. C'est Abdelkader, كمل اسمعني للآخر ومن بعدك احكي. Là c'est la psychologie des parents, انا حكيت معناها كيفاش psychologie du nouveau-né تو هكا. Et puis c'est surtout quand j'ai parlé de l'imperforation de l'hymen. Voilà. Donc s'il y a l'urgence, s'il y a une malformation à opérer juste à la naissance, vous l'avez bien dit, il l'a bien dit, c'est l'imperforation hyméniale. Parce qu'il y a un problème d'hydrométrocolpose. Pourquoi? Parce qu'il y a une transformation, il y a une sécrétion, vous l'avez bien dit. Il y a la glaire, il y a la transformation. Exactement. Ça peut s'infecter. Oui, ça peut s'infecter et ça peut même s'éclater. S'infecter. Il vaut mieux ouvrir et c'est tout. Ouais. Ok, allez. On met fin à cette discussion. Je remercie toute l'audience et tout le monde et on vous invite à manger.